C'est d'une violence inouïe. Il y a pas, je crois qu'il n'y a pas plus violent comme voiture. T'as rien jusqu'à 5000 tours, et puis d'un seul coup, t'as les 500 chevaux qui se déclenchent. C'est pour ça que ça laisse des traînées de roues comme ça. Le Suédois qui se tue dans les Naudières, là. Et donc, il s'explose, mais à 100 mètres d'où j'étais. Elle dit, mais attends, ce mec, il vient de se tuer. Et la course, elle continue. Ben oui, je lui dis, qu'est-ce que tu veux, un pilote, ça peut, oui, mais ça peut t'arriver. Ben, ma foi, oui, peut-être. À Tarès, il lui faut une voiture extrêmement souvireuse. Il va rentrer dans des virages, il va braquer comme ça. La voiture, elle va tirer droit. Mais moi, c'est inconduisible, ça. Je peux pas. Et mon fun, c'était de passer à 320 sur la passerelle d'Allope, de décoller les 4 roues et de ratterrir sur le freinage de terre trop rouge. C'était vraiment dans mon ADN. Je prenais mon pied, je peux dire, à cette époque-là. Donc je me retrouve coincé dans cette voiture, fracture ouverte tibia là, de la rotule, fracture du bassin. Et 1 mois et 26 jours après mon accident, je montais avec les béquilles dans la F2 au col Saint-Pierre, j'avais mal. Et je gagnais la course, devant mieux c'est. Arrivé sur une bosse, on avait à droite où on soulageait et on plongeait dans un truc où il fallait remettre à fond. Quand je relève le pied, je reste accéléré à fond. J'ai vu le rail en face de moi. Je vais me le prendre pleine face, c'est pas possible. Ah, c'est chouette, quand même. Ah non, mais je comprends que les spectateurs ils prennent leurs pieds là. Mais même moi, ça me secoue là. Bienvenue sur la chaîne Live for Racing. Aujourd'hui, c'est une immense chance et un immense honneur d'être reçu par une des étoiles de la course de côte française, avec 2 titres de champion de France de la montagne et 2 places de vice-champion d'Europe. Michel Pignard, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans cet environnement plus qu'évocateur de ta longue carrière en sport automobile. Alors, tu es surtout connu pour ton palmarès en course de côte, ou en tout cas moi je te connaissais par rapport à ça, mais ce qui est impressionnant c'est que tu as touché à n'importe quelle discipline du sport automobile, avec du rallye, différentes catégories en circuit, et puis avec en point d'orgue 11 participations aux 24 heures du Mans, avec 2 victoires de classe en 2 litres, donc ça c'est vraiment quelque chose qui caractérise ta carrière, quoi. Oui, bah ça fait plaisir de regarder derrière et puis de voir mon parcours, quoi. J'en suis assez fier et un peu nostalgique. C'est pour ça que je suis un petit peu au milieu de toutes ces photos. Hein, de temps en temps, je monte un peu dans mon garage là, dans mon petit coin, et puis je regarde et puis je dis tiens voilà, effectivement ce jour-là il s'est passé ça, puis ça, voilà. Alors moi, ce qui m'a le plus impressionné quand j'ai préparé notre entretien, c'est le nombre incroyable de marques de voitures pour lesquelles tu as couru. Alors, je me suis amusé à les lister, tu me diras si j'en ai oublié. J'ai noté Ford, Volvo, NSU, Alpine, Lancia, Renault, Datsun, Volkswagen, BMW, Citroën, Opel, Simca, March, Brabham, Pygmée, Grac, Chevron, WM et Toge. C'est un truc incroyable. J'avais calculé aussi et j'étais arrivé à 46 marques, je crois. Ah oui, d'accord. Donc 46. Ma liste n'est pas exhaustive. Oui, de voitures différentes, j'étais pas loin de 100. En voitures différentes. Incroyable. Voilà. Donc, ouais, mais il m'arrivait de monter en course de côte et avec la NSU, on pouvait faire des doubles mondes et avec la Mustang. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Ouais. Donc, ça faisait quand même, ça fait beaucoup de marques de différence de voitures déjà. C'était pas tout ça, se conduisait pas tout à fait de la même façon. Mais ouais, j'ai conduit beaucoup de voitures. Ouais. Et j'ai vu aussi, et ça il va falloir vraiment que tu nous en parles, que tu as participé aux 1000 km du Nürburgring, donc sur la Nordschleife, hein, ce fameux circuit de 22 km surnommé le Green Hell par Jackie Stewart. Oui. Donc ça il va vraiment falloir que tu nous racontes cette expérience en prototype dans les années 80. Donc on garde ça pour un petit peu plus tard.
Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus, Michel, après cette brève introduction, pour te présenter à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Ben, je suis fils de garagiste, déjà. Mon père avait un garage à côté de Lyon, d'abord à la Mulatière, ensuite à Crépieux. Et puis, ben, je suis né au milieu un peu des voitures de course, des motos de course, des voitures de course. Et ce qui m'a valu un petit peu d'être au milieu de tout ça, c'est que mon père m'avait baptisé boîte à clous. Hein, donc, et c'est resté pendant longtemps, et même encore, je ne veux pas dire qu'il y a des anciens, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'anciens maintenant, il y a encore certaines personnes qui, quand ils me voient, ils me disent « Ah, boîte à clous, comment ça va ?» Donc, voilà, donc ça a été, je suis né là, dans le milieu de dans l'automobile, et dans le milieu de la course automobile, ce qui m'a permis d'être, pas rapidement, parce que j'aurais pu être dès 18 ans ouvert une voiture, et mon père, il voulait pas que je cours, donc c'est à 20 ans que je suis monté à point fort dans une voiture pour courir. D'accord. Comment tu l'as convaincu, du coup, pour te laisser la permission de courir? Mais c'est un client qui avait des Volvo chez nous et qui a dit ben, à mon père, j'embarque ton fils pour la course de Côte du Colombier et puis t'as rien à dire. Mais après, mon père m'avait interdiction de courir parce que bon, ça coûtait cher à l'époque et il fallait ça se débrouiller par ses propres moyens, il n'y croyait pas trop. Et donc, je partais courir avec les NSU et j'enlevais simplement les numéros de la voiture quand je rentrais à la maison, au garage. Mais je laissais bien un petit peu toute la crasse autour pour qu'ils voient quand même que j'avais couru. Hein. Ah oui. Il y avait des fois des résultats, des bons résultats. Quand la voiture n'était pas cassée, bon, je n'en ai pas trop cassé quand même. Mais, voilà. Alors, quand tu évoques ta première course, on est en 1965, Voilà, je c'est crois, ça. dans la Ouais. course de Côte du Colombier. 3 mai 65. 3 mai 65, donc tu as une belle mémoire. Est-ce que tu peux nous décrire voilà, cette journée ou ce week-end? Ah bah, j'étais un peu excité quand même parce que monter pour la première fois dans en course de côte avec le 5, 4, 3, 2, 1 parté, j'avais plus l'habitude de faire un peu m'amuser dans les monts du Lyonnais avec les copains. Et là, avec la Volvo pour la course, quand il m'a fait 5, 4, 3, 2, 1, 0 parté, je m'étais trompé de vitesse, je suis parti en marche arrière. La première était à côté de la marche arrière. Donc, ma première référence de montagne n'a pas été terrible. Mais bon, j'ai quand même gagné la classe quand même après sur la deuxième montée. Et il s'est passé combien de temps après, jusqu'à ta seconde course? Ah bah après, ça a été un peu long quand même. Ça a été un peu long parce que 66, je travaillais au garage avec mon père, donc j'avais pas beaucoup de possibilités de courir. 67, après, c'est venu avec un client un client de mon père qui avait une 144S. Et on s'est laissé, il m'a emmené dans des rallyes qui a été le rallye du Forez, le rallye Rhône-Alpes, donc avec sa 122 qui n'était pas préparé du tout parce que il la faisait régler chez mon père et il lui disait Monsieur Pignard, réglez-moi bien la voiture parce que là je vais aller tourner à Manicourt, je vais voir comment ça marche. Donc la veille du rallye, il faisait bien régler la voiture et puis je prenais le volant pour faire le rallye. Et puis rallye de Forez, c'était quand même l'époque où il y avait déjà toutes les Gordini et tout ça. Et on avait fait deuxième au scratch avec cette Volvo, hein, donc devant toutes les Gordini. Et après, on a eu le rallye du Forez, le rallye Rhône-Alpes, où on a fait également deuxième au scratch, devant encore toutes les Gordini et derrière une Porsche. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça. Et ton père, justement, quand il a vu que tu commençais à avoir des résultats, Et il était toujours pas d'accord. Hein. toujours pas Il était d'accord. toujours pas d'accord. Mais malheureusement, mon père, pour lui, est décédé en 70. Donc après, Donc tu avais 25 ans? j'avais 25 ans, 24. voilà. Et c'est de là qu'est partie toute ma carrière par la suite. C'est surtout à partir des années 70 où je me suis lancé quand même. Il a fallu que je fasse un choix parce que j'avais un petit peu des problèmes avec ma mère, ma sœur et tout qui m'ont forcé à vendre le garage de mon père que je tenais. Et là, j'ai eu un choix de quoi, qu'est-ce que je fais, de quoi je vis. Et donc, j'ai dit, j'investis. À l'époque, j'avais pas d'argent. Hein. Je crois que je suis parti avec 30 000 francs à l'époque en poche, hein, ce qui correspond maintenant à 4 500 €. Et donc, c'était pas énorme. Et j'avais un peu des économies, quand même, ce qui m'a permis d'acheter ma première voiture de course, la Brabham F2, parce qu'il fallait que je fasse un choix. J'ai choisi où je fais de la montagne, où je fais du circuit en Formule France et tout. Mais il fallait que je trouve quelque chose de rentable.
Et je suis devenu un petit peu en montagne un chasseur de primes, comme on appelait ça à l'époque. D'accord. Avec la Brabham, je téléphone aux organisateurs de l'Ouest, de Bretagne, de partout, pour leur dire, ben voilà, ça marchait à coup de prime de départ, parce qu'on n'avait pas de sponsor non plus. C'était que des primes de départ et des primes d'arrivée. Et j'ai pu faire une année 72 avec la Brabham en faisant que prime de départ, prime d'arrivée, et commencer à vivre normalement, comme si je travaillais un petit peu à l'usine, hein, avec un salaire d'usine. Il fallait surtout pas casser de voiture, pas casser la voiture et pas casser le moteur. Donc, D'accord, tu étais pilote professionnel au final, alors on peut ben, le je me définir comme suis, ça? oui, je me suis intitulé peut-être pilote professionnel en vivant que de ça, Ah quoi. ouais. Voilà. Mais il faut avoir, pour que les organisateurs acceptent de te donner une prime de départ et d'arrivée, il faut avoir une certaine notoriété. Tu l'avais déjà acquise Ben, je à l'avais un cette petit époque? peu acquis, oui, parce qu'en 71, quand c'était la fin du garage quand même, j'avais couru en alpine. Et Chénis m'avait fait un petit peu confiance, un ou deux rallyes. J'étais pas très chanceux en rallye, un petit peu aussi, parce que je poussais peut-être le bouchon un peu trop loin des fois, avec deux, trois sorties de route. Et puis pas de chance aussi, pas de chance parce que j'étais pas pilote d'usine et ma voiture, je la révisais pas comme on révise une voiture à l'usine. Au Var, par exemple, 71, j'étais dans les fesses de Darniche, Oreille du Var. Enfin, dans les fesses, lui, il était nettement devant, mais j'étais deuxième au scratch. Je casse un arbre de roue, je perds une roue, quoi, dans les dernières spéciales. D'accord. Un peu au Cévennes aussi, je m'étais fait un petit peu remarquer au Cévennes avec la NSU. Ça c'était en 69. Quand Darniche fait, lui, deuxième du scratch avec la NSU, et ben j'étais cinquième du scratch, moi, avec ma NSU, qui n'était pas une voiture d'usine, quoi. Et D'accord. quand même au milieu de toutes les Alpines. Lui était derrière une Alpine, il était deuxième, il y avait encore deux Alpines derrière, et moi j'étais cinquième avec la NSU, et, et je casse la boîte dans la dernière spéciale. Donc il n'y a eu aucune retombée à ce moment-là médiatique, mais je l'avais fait. Donc il y a quand même chez D'accord. Nice ou des gens qui étaient quand même sur place ont vu les résultats que je faisais. Donc après, quand je suis passé avec l'F2, oui, j'avais déjà une petite renommée, quoi. Très bien. Alors, on va ouvrir une parenthèse avant d'aller plus loin dans ta carrière. Je vais te faire voir une photo Oui. et tu vas me dire ce que ça t'évoque. Ouais, ça c'est la 500 qui laisse des traces. Et ces traces me font penser à Tarès, parce que à l'époque, lui était en F2 et moi j'étais avec les RS500, donc avec les groupants on passait devant. Il me disait Tarès, mais j'ai pas à me casser la tête, je vois tes traces, alors je les suis. Ah Voilà. oui, d'accord, c'était déjà Voilà. quelque chose de célèbre. Est-ce que tu reconnais le lieu? Ça me semble être en plus, ça, non? Exactement, ouais. Ouais. Ah bah oui, tu vois, quand même. Hein. Alors, je vais te demander Euh, l'année aussi. En plus 90 ou 91, 90 ou 91. C'est 92. Ah, Donc, je pense, tu vas me le confirmer, mais que c'est la dernière fois où tu as dû sortir la oui, RS500 en course de côte. oui. Ça devait être en octobre 92, je pense. Ouais, ouais. Alors ça comptait plus pour aucun championnat, enfin, ou championnat. Ouais, c'était deuxième division, peut-être. Ouais, c'était peut-être deuxième division et les organisateurs m'avaient invité pour venir avec la RS 500. Donc effectivement, ça a été la dernière course. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, on va remonter le temps. 30 secondes, pas longtemps, hein, 30 secondes avant cette photo-là. Donc, en effet, là, c'est la Il y a la preuve voiture. que c'est bien toi qui as Voilà, fait il y ces a la traces. voiture qui est là. Est-ce que tu sais pourquoi tu as fait ces traces dans ce Mais virage-là? on faisait des traces à tous les virages. Non, non, c'était partout pareil. Hein. C'était pas dans ce virage-là, c'était tous les virages où je laissais des traces. On avait sur cette voiture un autobloquant à 93%. C'était pratiquement du 100%. Donc c'est pour ça qu'on voit que c'est pratiquement la roue en appui qui laisse plus de traces que la roue intérieure, alors que ça devrait être le contraire. Mais comme on était à 100%, c'est sûr que c'était la roue en appui qui laissait toutes les traces. Ouais. D'accord. Ah ouais. Mais c'était tout le long comme ça. C'est pour ça que Tarès me disait, je me casse pas la tête. Hein. C'était à vue à fond. Mais il y a des traces de partout, donc je suis tes traces. Alors moi, je vais te dire pourquoi tu as laissé ces traces-là, parce que tu me l'as avoué après, à la fin de la course. C'est parce qu'en descendant au départ, parce que le parc fermé était au sommet, Oui. en descendant au départ, tu as vu que dans ce virage-là, il y avait un de tes fans qui à l'époque avait 16 ans
Et à la montée, eh ben, tu as fait exprès ce dérapage-là, rien que pour lui faire J'en ai plaisir. rajouté un petit peu. T'en alors. as rajouté J'en ai rajouté beaucoup. un petit peu, voilà, Et beaucoup. c'était, bien sûr, ce Ouais. fan-là, c'était moi D'accord. à l'époque. Eh oui. Et tu m'as fait plaisir parce que c'était la dernière fois où je pouvais voir passer la RS500 Eh ouais. avec toi au volant. Eh oui. Et ça, c'est vraiment un des meilleurs souvenirs de mon adolescence. Et c'est grâce à toi vraiment que ça a pu façonner la passion que j'ai pour le sport automobile. Et je trouve que ça démontre beaucoup ta générosité dans le pilotage. Donc merci Ouais. Michel de m'avoir fait vivre ces moments-là Oui, lors de mon adolescence. je me faisais autant plaisir que toi, hein, en faisant ça. Ah bah, tant mieux, tant mieux. Alors, Et peut-être j'aurais dû faire du drift aussi, là. ah bah peut-être, oui. Ça Ah aurait oui. été peut-être bon en drift. Eh hein. ben, justement, j'ai une autre photo sur laquelle j'aimerais te faire réagir. C'est celle-ci. Donc ça, c'est une mosaïque de plusieurs photos, Ouais. mais tu trouves pas un truc bizarre quand même? Ben, c'est toujours contrebraqué, quoi. Bah ouais, Hein, j'ai il n'y l'impression, a que ouais, du contrebraquage. Même avec une traque avant, en bas, je contrebraque. Ce qui n'est pas normal du tout. Hein. carrément. Ce qui n'est pas normal, parce qu'il faut jamais contrebraquer avec une traction avant. Mais là, je devais en faire un peu trop encore, là. Mais la photo de la Mustang que tu as en haut à gauche, là, t'as pas la légende dessous. Et Non. la légende, c'était sur échappement ou sur Etobdo. C'était un cheval furieux, hein, avec un pilote fou, un truc comme ça. Alors comment tu décrirais ton pilotage? Généreux. Généreux. Un peu trop quand même, un peu trop généreux. Et de temps en temps, je devais quand même laisser un peu de temps quand même dans les contrebraquages et tout. Mais c'était ma façon de conduire, quoi. C'était, mais qui m'a passé un petit peu quand même par la suite avec les F2. Mais c'était quand même toujours là, même avec les F2 et les protos, c'est resté quand même un peu trop généreux. Ah, c'est une question justement que je voulais te poser, c'est comment il a évolué ton pilotage? Parce que quand on voit toutes les disciplines que tu as pratiquées, quand on voit toutes les voitures que tu as pilotées, c'est pas la même chose que de faire une course de 90 secondes, une montée de 90 secondes et puis 1 heure de relais aux 24 heures du Mans. C'est pas la même chose de conduire une Mustang qu'une F2 ou un proto. Comment il a évolué ton pilotage? C'est sûr que les voitures des 24 heures du Mans, tu ne vas pas les voir dans ces positions-là. Hein. Là, c'était des voitures qui étaient quand même très pointues à conduire. Si tu es dans une position comme ça en contrebraquage, c'est que tu n'es pas loin d'être dehors, quoi. Donc, tu es obligé d'affiner le pilotage en raison et de la puissance et de tout. Quoique avec la RS500, on avait quand même 500 chevaux pour 1100 kilos et c'était aussi cette conduite-là. Mais après, quand tu passes en proto ou en F2, tu es obligé d'être plus fin et d'appliquer quand même le pilotage pour pas perdre. Parce que là, avec une F2, tu fais ça, tu perds 2 secondes dans le virage. Donc, il faut même ma foi, c'est une conduite différente, quoi. Il faut s'appliquer au pilotage de toutes les voitures différentes. Maintenant, je voudrais que tu me racontes les 24 heures du Mans. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impatients de t'entendre parler de ta carrière en course de côte, mais moi, c'est vraiment les 24 heures du Mans qui m'intéressent beaucoup. Donc, ta première participation, tu m'as dit que c'était en 1973, Oui. où tu as été inscrit sur une Corvette, et puis je crois que ça s'est pas passé comme tu voulais. Eh ben, ça c'est pas. J'étais troisième pilote de l'équipe Henri Greider, parce que Henri Greider m'avait pris un petit peu sous son aile, il m'aimait bien. Donc, et puis je lui rendais bien parce que c'était un mec qui était vraiment super. Et donc, il y avait Marie-Claude Beaumont aussi dans l'équipe. Et il fallait rôder la voiture pendant les essais. Donc, on a rodé la voiture et il fallait pas dépasser les 5000 tours, tout. Ben, il s'est trouvé que aux essais officiels, je tournais plus vite que Marie-Claude, qui a fait un petit caprice avec Henri, voilà, pour pas que je monte dans la voiture pour la course. Donc j'ai participé aux essais, j'étais participant, mais bon, j'ai pas pu tourner vraiment comme je voulais pendant les 24 heures du Mans, pendant la course des 24 heures. Donc, et il y avait un mouchard quand même qui était sur le contour, et il a été prouvé que pendant les essais, j'avais pas dépassé les tours, tout en tournant quand même plus vite que Marie-Claude, quoi. Donc, elle a fait un petit caprice et donc j'ai pas pu vraiment tourner comme je voulais pendant les 24 heures. Alors, heureusement pour toi, en 77 et en 78, tu reparticipes aux 24 heures du Mans.
Comment s'est recréée l'opportunité justement pour que cette fois tu le fasses en prototype et non plus en tourisme? Ben, j'étais rentré chez Rock pour la montagne. Avec, là, j'étais déjà salarié pilote. À partir de Mont-Blanc en 75, je suis devenu pilote salarié. On me passait les voitures pour courir et j'évitais de les casser. Donc j'en ai pas cassé, non, j'en ai pas cassé beaucoup. Et donc après, dans mon contrat Rock, il était mentionné que je faisais Le Mans et que je faisais 3-4 courses en Formule 2. Et donc pour Le Mans, ben, j'étais normalement pilote officiel de Rock de Stalder et Rock. Et il a été prouvé que je cassais pas les voitures parce que je prenais pas plus de tours qu'il fallait, n'est-ce pas Marie-Claude? Et donc parce que vraiment j'avais toujours des équipiers sympathiques avec comme Jacques-Henri et d'autres pilotes. Albert Dufresne. Albert Dufresne, ouais. Voilà. Donc on rendait toujours. Je me suis toujours fait attention que pendant la course, de rendre une voiture propre à mes coéquipiers, qui n'ont jamais eu à se plaindre qu'il n'y avait plus de frein, que la boîte elle fonctionnait mal, ou trucs comme ça. C'était après des courses d'endurance qui se font pas comme maintenant au sprint. C'était des courses d'endurance où on économisait la voiture. Donc, à part les essais, il n'y avait plus de sprint, il fallait économiser la voiture. Donc, il fallait rendre la voiture propre à son partenaire, quoi. Comment tu as été accueilli justement par tes coéquipiers? Parce que je crois qu'en 77, eux, c'était leur 3e participation au Mans. Toi, tu n'avais pas pu le faire en 73, donc on peut dire que c'était ta première participation. C'était quoi leur accueil par rapport à toi, ton très inexpérience? bien, très bien. Jacques-Henri était un mec super, Albert Dufresne aussi. Donc ça a été ma première participation. Donc non, j'étais très bien accueilli dans l'écurie. Non, ça s'est toujours bien passé avec mes coéquipiers. J'ai jamais eu aucun problème avec un autre coéquipier aux 24 heures du Mans. Donc 77-78, c'est 2 victoires consécutives en classe 2 litres, c'est ça? Donc tu roules avec une Chevron à moteur BMW? Oui. Non, le Rock. Moteur Rock. Le Chrysler Rock. D'accord. Ouais, le Chrysler Rock, oui, qui rendait quand même pas mal de puissance. Au BMW, on avait 25 chevaux d'écart, hein, aussi bien en F2 qu'en proto, on avait au moins 20 chevaux d'écart, donc on rendait pas mal de puissance. Même, on peut dire que le BMW était beaucoup plus solide que le Rock, parce le Rock avait une faiblesse sur la distribution, où on avait encore des chaînes de distribution à l'époque, alors que le BM était en pignonnerie. Et donc ça risquait pas de casser. Et j'ai cassé quelques distributions avec le Rock, ce qui fait qu'on a perdu un championnat en 78 à cause des moteurs. Tu nous racontes, du coup, ta première victoire de classe au Mans, parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable, quoi. Ah ben, surtout, notre première victoire, on a connu pas trop de soucis pendant toutes les 24 heures, et on a surtout terminé 6e au classement général. Donc 6e qu'avec des 3 litres de vent ou des grosses voitures. Hein, nous, on était vraiment la première petite voiture, mais 6e au général. C'était quand même à l'époque un exploit. Ça, c'était jamais arrivé. Et 1 heure avant l'arrivée, on avait acquis déjà notre 6e place avec beaucoup de marge, de marge sur le suivant, sur le 7e. Ce qui fait que pour pas risquer de casse moteur, Stalder nous a arrêtés pendant au moins, je sais pas, il faudrait qu'on reprenne les temps de l'époque, mais au moins pendant 20 minutes ou une demi-heure, on est resté arrêté au stand parce qu'on avait beaucoup d'avance sur le 7e, hein, et on pouvait pas rattraper non plus. On aurait pu rattraper le 5e. Je crois que c'était Darniche à l'époque. On aurait pu le rattraper, mais il a préféré jouer la sécurité, hein, et nous arrêter au stand pendant un bon moment. Oui, tu pouvais te permettre ça. On se permettait ça. Oui, maintenant, c'est plus possible. Ouais. Là, quand on voit qu'ils sont tous dans la minute, encore au bout de 24 heures. Non, là, on était dans la demi-heure, quoi, pratiquement, quoi. Donc, non. Mais on avait quand même, je crois, à l'époque, déjà passé avec le 2 litres les 4000 km. Donc, c'était quand même un exploit pour une 2 litres. Mais on aurait pu faire mieux, pas en place, mais au point de vue kilométrage. Mais bon, il valait mieux, il avait sûrement raison, hein, de toute façon, de nous arrêter un certain temps pour pas risquer une casse moteur. Et en 77 Alors, en 77, on a fini, je crois, 11e au général, quelque chose comme ça, premier 2 litres. 11e, mais en passant 1 heure au stand.
C'est-à-dire que je sentais à un moment que la voiture allait mal et je me suis arrêté au stand et effectivement la pompe d'injection était cassée. Et heureusement, je faisais équipe à l'époque avec Rossio, qui était un très très bon mécano. Et pompe à injection, bah, ma foi, qu'est-ce que c'est? C'est un mini-moteur. Hein. Il y a 4 pistons qui balancent l'essence au moment voulu avec ce qu'on appelle la patate, qui est une came, et qui balance l'essence au bon moment. Et donc, on casse cette pompe à injection et je sentais qu'il y avait quelque chose dans le moteur qui n'allait pas. J'avais plus toute la puissance. Et heureusement, j'arrivais au stand. Et j'arrive pratiquement au point mort au stand avec la pompe à l'essence cassée. Je serais reparti pour un tour. On était abandonné 1 kilomètre plus loin. Et donc, il me dit, il regarde la voiture, pompe à essence cassée. Oui, on abandonne. Il me dit, mais non, on va pas abandonner. Donc, pendant 1 heure, il a réparé la pompe à injection. En reprenant une pompe à injection, on avait le droit de réparer à l'époque de prendre des pièces. Donc, de prendre sur une autre voiture une pompe à injection. Et il a refait complètement la pompe à injection. 1 heure après, on est reparti. Et on a pu gagner la classe de litres. Et encore avec beaucoup d'avance, parce que les autres avaient encore eu plus de problèmes que nous. Et donc, on a pu faire quand même à l'époque en 11e au général ou 12e au général, Ouais. hein, ce qui était quand même incroyable de pouvoir s'arrêter 1 heure et de faire encore 10e ou 11e au Ah oui, général. c'est une Hein. sacrée aventure. Ouais. Ah oui, c'était quand même des aventures. Ouais. Donc 2 victoires au Mans lors de tes 2 participations officielles, Ouais. tes 2 premières participations officielles. Qu'est-ce que ça a changé dans ta carrière? Que je suis devenu un pilote du Mans. Hein, que je suis devenu, qu'on pouvait me faire confiance, que je suis devenu un pilote d'endurance, quoi, je m'étais bien adapté à l'endurance et que je ne veux pas dire que j'ai été sollicité par toutes les écuries pour venir, mais j'ai été sollicité déjà par WM, hein, qui était une équipe sympathique, très sympathique. Bon, mais c'était pas des pros, donc il nous manquait avec les WM, il nous en manquait toujours un petit peu quelque chose de fiabilité. Autrement, on aurait pu faire, je pense, des grandes choses avec WM. Alors je connaissais pas trop WM, je me suis un peu documenté, donc c'est une écurie française qui fabriquait son propre châssis et qui Oui. utilisait des moteurs Peugeot. Voilà, c'était des gens de chez Peugeot déjà. Gérard Welter étant le créateur de la 205, était un designer qui était le créateur de la 205, c'était le WWM. Voilà. Et avec Meunier, qui était le M de Meunier, qu'en fait j'ai pas connu parce qu'il est parti avant que j'arrive. Après c'était Gérard Clabot qui s'occupait de ça, qui était un peu un gestionnaire après de WM et qui fabriquait donc Gérard Welter fabriquait lui-même avec des mécanos ses copains. C'était une histoire d'une bande de copains. Il n'y avait pas de professionnels. Il y avait le frère Xavier Mathieu qui faisait les moteurs. Donc c'était toute une équipe de bénévoles qui faisait ça et des gens très très sympas. Donc ça aurait été dommage de les abandonner. On ne pouvait pas les abandonner à leur sort, leur triste sort quand on cassait les voitures et tout le bazar. Enfin, on cassait les voitures, on cassait avec les moteurs. On n'a jamais vraiment, j'ai jamais cassé de WM. Ouais, parce que sur tes 11 participations, tu as connu le succès dans tes premières années. Après, c'était plus compliqué, il y a eu pas mal d'abandons. Il y avait pratiquement que des abandons. On était performants aux essais, on était performants au début de course. J'ai été deuxième pendant 6 tours, pendant la première heure de course avec Jackie X, là, qui était devant moi. Je doublais dans les Naudières, il me repassait après à Indianapolis. Donc il passait devant moi, devant les stands, il était premier, mais je le redoublais après dans les Naudières. Donc on avait des voitures performantes et qui tenaient quand même, qui étaient pas mal. Mais après, tu avais toujours une courroie qui sautait, un boulon qui sautait, un turbo qui lâchait. On avait trop de soucis mécaniques. Je me rappelle une année où on m'a dit, toi, tu sais bien économiser les voitures, tu vas faire la dernière heure, parce que là, on est HS, on avait déjà plus de joint de culasse, on n'avait plus rien, donc pendant 1 heure, il fallait ramener la voiture à l'arrivée, mais qu'il n'y avait plus de joint de culasse. Je prenais la ligne droite des Naudières, je m'élançais, je coupais le moteur, hein, et puis quand elle était à 80 à l'heure, je relançais le moteur. Ah ouais. Hein, et puis ça s'est passé comme ça pendant 1 heure, quand on était la voiture lente sur le circuit, il fallait faire attention à tout le monde, parce qu'on était là en train d'économiser, il y avait de l'huile qui sortait de partout, de l'eau ça bouillait, j'avais les fesses qui étaient brûlantes parce que le moteur, et j'ai pu passer d'arrivée comme ça mais c'était pas facile, quoi, de terminer. On avait
on avait terminé cette année-là, premier équipage français sur la première voiture française. Mais en faisant ça pendant 1 heure, je crois qu'on avait fini 15e au général, quoi. Hein, mais c'était l'économie de la voiture à la fin, quoi. Mais c'était intéressant pendant un certain nombre d'heures de courir avec WM. Mais après, quand on se réveillait au milieu de la nuit, ben non, ça y est, j'ai abandonné, ou un truc comme ça. Donc c'était un peu miséreux, c'était dommage. C'est incroyable cette anecdote, tu coupais, c'est juste tu te mettais Au point mort. Au point mort, et puis t'attendais, je me lançais à 250, là, la température qui montait à 150 degrés de flotte, quoi, il n'y avait plus d'eau, plus rien. Hop, je coupais tout. Ça refroidissait avec la vitesse, ça refroidissait comme un moteur à air, quoi. Refroidissement à air, refroidissait, et je repartais à nouveau pour 1 ou 2 kilomètres, comme ça, avec le moteur, et je recoupais. Hein, donc, pas facile. Et je reviens sur l'anecdote que tu racontais avec Jackie X. Lui, c'était son époque Porsche. Oui, il était en Porsche, oui. Et c'est quoi qui expliquait justement cette différence de vitesse à certains endroits du circuit? Parce que eux, ils partaient en économisant. Parce que je pense que Jackie X, qui a gagné cette année-là, il savait que ça ne servait à rien qu'il me suive dans les Naudières, parce que j'étais 10 bornes ou 15 bornes plus vite que lui, parce qu'ils étaient déjà en économie pour les 24 heures. Et quand j'en ai reparlé avec Gérard Larousse, parce que je disais, moi, mon fun au Mans, j'ai pas connu le nouveau Mans avec là. Nous, on avait la passerelle d'Alop qui était à fond. Et mon fun, c'était de passer à 320 sur la passerelle d'Alop, de décoller les 4 roues et de ratterrir sur le freinage de Tertre Rouge. C'était vraiment dans mon ADN. Je prenais mon pied, je peux dire, à cette époque-là, de décoller des 4 roues, toucher les freins et d'arrêter. Et quand j'en ai reparlé avec Gérard Rouge, je lui ai dit, mais moi, passerelle d'Alop avant, c'était mon plaisir. Hein. Je décollais. Mais nous, il me dit, moi, chez Porsche, on n'avait pas le droit de décoller. C'était interdit. Hein, je pense qu'ils avaient déjà les datas et tout. Nous, c'était interdit. Parce qu'il fallait sauvegarder la voiture pour 24 heures. Donc, on n'avait pas le droit de mettre les suspensions en l'air, ni rien du tout. Tu vois. Donc, ils partaient pour économiser, pour faire 24 heures, mais on ne partait pas pour faire 24 heures. Je crois. Je ne savais même pas que tu décollais sur la passerelle Porsche. Ah oui, on décollait 40 mètres, hein, à peu près. Ah ouais. Ah ouais. Hein, on était à 320, on décollait. Hein. Ah ouais. C'est incroyable. Ah ouais, c'était le plaisir. Hein. C'était du plaisir. Plaisir aux essais. Aux essais, le plaisir, c'était de passer. Mais je le faisais pas 2 fois, hein, quand même. Hein. C'était quand on voulait vraiment faire le temps. Et j'avais fait à cette époque-là le meilleur temps de chez WM. Il y avait Franklin, il y avait des bons pilotes quand même, tout ça. Et j'avais fait péter le meilleur temps des essais des WM avec le 9e temps au qualif. Mais j'avais passé la courbe d'Alop à fond, c'est-à-dire 370, pied dedans en disant je lève pas, et hop, tu rentres dans la courbe d'Alop à fond. Et ça fait de la fumée derrière. Hein. Tu rentres 2 roues dans la terre. Hein. La courbe d'Alop, c'est 2 roues dans la terre et tu ressors à 370 pourvu que j'aille pas trop loin, tu vois. Donc tu es dans la trajectoire avec un freinage derrière pour Mulsanne. Mais ça, je le faisais pas 2 fois, hein. Je le faisais 1 fois, mais c'était aussi quand même le plaisir, du plaisir. Là. Ça t'a demandé quoi, les 24 heures du Mans, comme adaptation par rapport à tes expériences passées où tu étais plutôt en course de côte J'avais fait pas mal de circuits quand même. Avec Titi Gréder, j'avais fait les 100 tours de Manicourt avec lui, avec une Commodore. J'avais fait le Mobile Economy Run aussi, qui était plus le même. On faisait pas des économies, hein, c'était une course. Également avec une Opel Commodore. Donc j'avais déjà fait pas mal de circuits. Le Mans m'a pas demandé une grosse adaptation parce qu'en fait tu fais un relais de 3/4 d'heure. Et puis après tu passes le volant à ton pilote. Donc c'est un relais de 3/4 d'heure. C'est pas non plus énorme. Sauf une année vraiment où il faisait très 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 chaud. Et on sortait de la voiture, on tombait dans les pommes là, hein, parce que tout retombait, hein, et la chaleur était là, parce que je me rappelle m'être brûlé les pieds. On avait des cloques sous les pieds avec le radiateur qui nous balançait du chaud quand même. Donc on avait des cloques sous les pieds tellement que c'était chaud dans la voiture. Et on sortait de la voiture, c'était hop. Je me rappelle être tombé dans les bras
du fils Peugeot à l'époque qui venait nous voir. Hein, c'est lui qui m'a sorti de la voiture, qui m'a donné la bouteille de flotte parce que on était complètement HS, quoi. Hein. Ah oui. Mais bon, tant qu'on est dans la voiture, on est conscient, quoi. Tout va bien, quoi. Ouais, ouais, On va pas s'évanouir au volant. c'est l'adrénaline Hein, qui te mais bon, maintient. après tu sors, ça tout ressort, quoi. Alors, je voudrais te partager une autre photo et que tu me commentes justement des 24 heures du Mans. Donc ça, c'est avec la toge, Avec la toge, sous la pluie. sous la pluie. J'adorais ça. J'adorais la Je, pluie. voilà, je me suis dit, cette photo-là, à la tombée de la nuit avec les phares éclairés, sous la pluie, le casque à l'air. Là, je pense que c'est le S de la forêt, donc peu avant la ligne Je droite. pense que c'est le carton rouge, ça. Ouais, donc c'est peu avant la ligne Une droite des d'une Hunaudières, audière ouais. de 6 Ouais. km. Je me disais, mais en pleine nuit, sous la pluie, dans la toge, avec le casque à l'air et la visière où j'imagine tu devais pas voir grand-chose, c'était quoi les sensations à l'époque? Ben, j'adorais la pluie déjà. Donc le feeling de la pluie s'adaptait bien un petit peu à ma conduite. Et j'étais en colère aussi là. J'étais en colère. L'année où j'étais avec la toge, j'étais en colère parce que j'avais prévenu Stribig, avec qui je faisais équipe. Oui, je faisais Stribig. Et puis avec un Allemand, oui, je me rappelle plus le nom. Et je lui dis aux essais, tu changes la batterie parce que tu vois, on a des problèmes de démarrage. Hein. Je pars pour mon tour de chauffe, hein, et j'arrive sur la grille de départ pour partir. Enfin, pour le tour de chauffe, non, je pars pas pour le tour de chauffe parce que au moment de partir pour le tour de chauffe, parce qu'on part lancer, plus de batterie. Tu vois. Et j'avais fait je m'étais tiré la bourre avec Cudini pour la pole du 2 litres. Hein, donc je m'étais un peu sorti les tripes quand même parce que Cudin, c'était quand même un super pilote. Et je crois qu'il m'avait taxé d'une seconde avec le Zella ou un truc comme ça. Donc j'étais en colère parce que tu préviens le team en lui disant change la batterie et tu te pointes sur la ligne de départ, plus de batterie. Et je suis parti des stands. Et j'avais le premier relais. Et au bout d'une heure, je passe en tête des 2 litres. C'est-à-dire que je remonte tout le monde, hein, en faisant des temps de qualif pendant 1 heure. Là. Et donc, je repasse en tête des 2 litres devant Cudin. Et donc, j'étais en colère. J'étais en colère, donc ça me rappelle ma colère. Là, voilà. D'accord. Et la nuit, justement, dans la ligne droite d'une audière, là, tu n'avais pas les phares à LED et tout. Je sais pas si c'est la nuit, là, parce que je sais même pas si on est allé jusqu'à la nuit. C'était un gros temps, quoi, avec beaucoup de nuages, là. Donc on était dans l'obscurité, mais c'était pas encore la nuit. On était dans l'obscurité parce qu'après, si tu veux, bon, c'était un petit peu léger aussi dans cette équipe-là. On a perdu le capot arrière dans la ligne droite des Hunaudières. Moi, j'étais là, vers le coup, je sens qu'il se passe quelque chose. On était encore un peu plus de 250 quand même. Je sens qu'il se passe quelque chose. J'avais plus de, le capot arrière, il s'était basculé comme ça, quoi. Il s'est ouvert. Donc je suis rentré au stand, en dans le capot, je me suis arrêté, j'ai chopé le capot, je l'ai refermé, et donc et on a abandonné. Je suis rentré au stand, je lui ai dit il faut réparer, on est bien quand même là, avec la 2 litres, on est performant, tout va bien. Eux, non, on abandonne quoi. Donc ils n'ont même pas essayé de faire des attaches supplémentaires ni rien. Non, ça a été chez Stalder. Là, on a trouvé la solution de bidouiller la solution et de fermer le capot comme il faut. Non, ma foi, on abandonne. Là, on pouvait gagner en 2 litres aussi cette année-là. Alors après, dans les années 80, avec WM, tu as roulé dans ce qu'on appelait le groupe C Oui. à l'époque. Comment t'expliques qu'aujourd'hui, le groupe C soit si mythique? Quand on va sur des événements, le week-end dernier par exemple, on était aux 10 000 tours du Castellet, il y avait une catégorie groupe C. Quand on voit au Mans Classique, pareil, il y a une vingtaine de groupes C qui roulent. Comment t'expliques que cette époque-là était si mythique comme le groupe B pouvait l'être en rallye dans les années 80 aussi? Il y a eu une évolution, je pense, l'évolution où ils ont fait des voitures spéciales Le Mans, là, la série Le Mans. Donc, ils ont changé complètement la façon de voir les groupes C, quoi. Ils ont fait des... c'est dommage, on avait un bon groupe. Le groupe C, c'était quand même un groupe intéressant où tu pouvais rouler aussi bien comme ça, en cabriolet, je vais dire, hein, qu'en voiture fermée. Le Mans en découvrable en voiture pas fermée, c'était génial. C'était génial.
On avait moins chaud qu'en voiture fermée. On ressentait mieux. T'étais pas gêné par la pluie, hein, pas plus qu'autrement. Hein. T'as pas d'eau sur le casque ni rien, parce qu'à 200, à partir de 200 à l'heure, ou même 150 à l'heure, t'as plus de gouttes qui t'arrivent sur le casque. Hein. Donc, non, c'est une évolution normale, si tu veux, du sport automobile. C'était comment une groupe C à conduire alors? Ben, c'était le pied. C'est vrai? Non, j'étais bien dans ces voitures. J'étais bien dans ces voitures parce que ces groupes C, j'ai fait le championnat d'Europe des protos là, dans la même équipe avec Jean-Pierre Josso, parce qu'on faisait partie de la même équipe. Donc on a fait de la F2 ensemble avec les mêmes voitures et on a fait du proto ensemble avec les mêmes voitures. Donc aussi bien que ce soit au Castellet ou ailleurs, on avait les mêmes voitures, ou à Dijon, on avait les mêmes voitures. En F2, il me mettait Jean-Pierre Jussot, qui était quand même un pilote qui était un pied en F1 quand même, qui était vraiment un super pilote que j'aimais beaucoup. Et il m'a toujours battu en F2, en qualif, de 2 dixièmes. Il mettait 2 dixièmes au tour et je les trouvais pas, quoi. Quand on voit un peu ce qui se passe en F1, 2 dixièmes, maintenant on dit c'est énorme. Mais bon, à l'époque, c'était pas énorme, mais il me collait régulièrement 2 dixièmes. Et puis, par contre, dès que j'avais les fesses dans le proto, que ce soit à Dijon ou au Castellet, eh ben c'est moi qui étais 2 dixièmes devant. Donc, le groupe C, j'aimais mieux. J'aimais mieux que la F2, j'étais mieux à l'aise dans un proto, en fait, que dans une F2. Et c'était quoi le plus grisant? C'était l'appui aérodynamique, la vitesse de pointe? Je sentais mieux les appuis. Je me rappelle avoir senti des très très forts appuis, par exemple en championnat d'Europe, en course de côte. Il y a des appuis, je me rappelle, où je sentais la voiture a été calée et que, à la limite, il manquait, j'avais 300 chevaux, mais à la limite, il manquait encore de la puissance elle était calée en appui, je pouvais faire encore mieux. Quoi. Mais c'est la puissance qui me manquait, qui nous manquait tous. De toute façon, on avait 300 chevaux, c'est pas mal quand même. Mais donc, non, je sentais mieux les appuis. Peut-être qu'elles étaient réglées plus souples en suspension ou que les appuis étaient différents. Alors maintenant, je voudrais que tu me parles du Nürburgring. En groupe C, donc, dans 82, je crois. Non 82, je pense. 82. Avec Arthur, en vacances, on est parti cet été au Nürburgring. C'est la première fois que je voyais ce circuit, donc j'en avais beaucoup entendu parler. Donc, comme je disais en introduction, l'enfer vert décrit par Jackie Stewart. Mais quand tu le vois sur place et que tu réalises les dénivelés qu'il y avait, le faible dégagement et puis la météo aussi, puisque c'est dans la forêt de l'Eiffel, ben c'était comment un groupe C à conduire sur la Nordschleife? Alors, la difficulté qu'on avait au Nürburgring, c'est c'était impossible de le connaître à fond. On n'avait pas suffisamment de reconnaissance, on tournait pas suffisamment. Il aurait fallu passer 8 jours de reconnaissance pour dire celui-là, je le connais à fond, je sais bien où mettre la roue et tout. Là, c'était impossible on montait pour des qualifs, hein, par rapport aux types qui étaient des Allemands qui étaient là-bas. On en prenait plein la tête parce que on se prenait 10 secondes au tour, ou 15 secondes au tour, parce que par manque de connaissances, on arrivait dans les trucs là. Oui, oh merde, c'est celui-là, quoi. Donc un gros manque de connaissances. Mais c'était un circuit, c'était magnifique. C'était un circuit, c'est 2 fois charade, quoi, ou 3 fois charade en distance. Et charade, bah tiens, on pouvait attendre les Allemands qui viennent nous voir, parce que là, on allait se venger, hein, quand même. Hein. C'était sûr. Chacun avait son enfer, voilà. partagé avec les autres. Ouais, mais ça, charade, c'était pire que charade, parce qu'avec les montées, les descentes, les trucs comme ça, c'était magnifique, ouais. Et il y avait des endroits où tu décollais aussi, j'imagine, oui, avec le fameux Flugplatz. Oui, il y avait des endroits où on décollait. Tu venais des docks de Nürburgring. Donc le Nürburgring, je courais avec Dorchi. On appelait Dorchinen à l'époque. Donc qui était un pilote WM aussi. Mais il dit non, je veux pas. Tu prends le départ, Michel, parce que là, maintenant, ils nous en font trop chez WM. J'ai plus confiance, tu prends le départ. Bon. Il en avait un petit peu avec WM. Et donc, j'avais fait le meilleur temps de WM aux essais.
Et donc, je prends le départ. Ah ben, je me tirais la bourre avec Pesca, qui était avec la Courage, je crois. Donc, on était là dans la montée, on se tirait la bourre et tout. Je le suivais, je m'amusais bien. Et puis, arrivé sur une bosse, on avait un droite où on soulageait et on plongeait dans un truc où il fallait remettre à fond pour un freinage un peu plus loin. Et quand je relève le pied, je reste accéléré à fond. Accélérateur bloqué. Alors, je sais pas comment ça s'est fait, si tu veux, parce que j'ai vu le rail en face de moi. Et le fait de voir ce rail qui était à 100 mètres de moi, un peu 100 ou 150 mètres de moi, je vais me le prendre pleine face, c'est pas possible. Donc, à ce moment-là, je me suis jeté dans les rails de droite. Hein. Donc, et j'ai été me coller contre les rails de droite. Ce qui est bien que j'ai pris les rails, un peu, si tu veux, comme quand tu fais des voitures électriques, là, comme un ski électrique, toi. J'ai pris la rail qui m'a fait tourner. Et à partir de ce moment-là, ça a coupé le moteur. Dès que j'ai tapé la rail sur le côté, ça m'a fait, l'accélérateur s'est débloqué. Et donc, sans trop de dégâts sur la voiture, parce que sinon, il y aurait eu pleine face, il n'y avait plus de voiture et je serais pas en train de parler en ce moment, quoi. Donc, Pégnard, il est sorti de la route, qu'est-ce qu'il nous a fait avec la WM et tout? Ben oui, l'accélérateur est bloqué. Ouais, c'est une excuse de pilote. C'est toujours une excuse de pilote, l'accélérateur qui est resté bloqué. Mais quand ils ont levé le capot de la voiture derrière, ils ont vu qu'ils avaient passé le cap d'accélérateur entre l'arceau de sécurité et le capot de la voiture. Ce qui fait qu'avec les appuis différents, hein, le capot appuyait, coinçait le cap d'accélérateur. Et Dorchy, lui, il s'en doutait parce qu'il avait vu ce qui se passait, donc il ne voulait pas monter dans la voiture. Voilà. Et tu disais qu'il fallait beaucoup de travail pour reconnaître ce circuit. Justement, donc ces 22 km, ça se passait comment? Parce qu'il n'y avait pas la vidéo à l'époque pour l'apprendre. Tu faisais quoi? À pied, en voiture? Ah non, tu faisais en voiture et puis tu avais droit à 10 tours. Hein. 7 ou 8 tours ou 10 tours, je sais pas, pour voir. Donc c'était impossible de se souvenir. Impossible. Comme c'est tout dans la forêt, tout se ressemble. Bon, tu vois bien la première partie, qui monte, qui grimpe, et puis après, quand tu passes la côte en bas, puis après, ça devient tout pareil. Quoi. Donc, tu conduis en fonction des deux voitures qui sont devant, tu vois un peu ce qui se passe, tu vois s'ils allument les freins, s'ils allument pas les freins. Tu conduis à l'instinct, quoi, à l'intuition. T'essayes de suivre un Allemand. Ouais, les Allemands, tu les suis pas parce qu'ils te larguent. Non, mais il y avait Pesca qui connaît bien quand même. Donc, je savais que j'étais dans les temps avec Pesca. Donc je suivais Pesca et je voyais un peu ce qu'il faisait. Et puis, j'essayais même pas de le dépasser parce que je savais que après j'allais l'emmerder devant et parce que je n'avais pas suffisamment la connaissance du terrain, quoi. Début des années 80. J'ai l'impression que ta carrière, elle se limite finalement aux participations en endurance et moins tout ce qui est rallye, course de côte. Quelle est la raison de ça? Parce que ça a été un tournant de ma vie. Hein. Ça a été un tournant de ma vie parce que j'avais pas non plus des budgets. Stalder, je m'étais un peu disputé avec lui. J'avais quitté Rock. J'avais trouvé un autre sponsor pour courir. Donc, puis la course de côte était devenue quand même très professionnelle, trop professionnelle. Tarès est arrivé quand même avec des gros moyens, avec des gros budgets. Changer de pneus aux essais, changer de pneus en course, 3 trains de pneus pendant une course de côte, ça devenait impossible à suivre. C'était plus. Moi, j'étais dans l'amateurisme, tout en étant quand même professionnel. Mais on était encore amateur. La course de côte nous rapportait un peu. Et après, c'est devenu... t'avais plus de prime d'arrivée, pratiquement, plus rien. Et donc, ça m'a un peu lassé, là. Donc, j'ai dit, je vais regarder ce que je suis capable de faire à côté de la course. Donc, j'ai monté une affaire d'un un petit garage, tout ça, et ça s'est bien passé. Donc, je me suis plus centralisé sur mes affaires, sur mon travail d'affaires, plutôt que de courir. J'ai couru occasionnellement pour WM et pour ceux qui me demandaient de courir. D'accord. Et c'est quoi qui a mis un terme, du coup, à tes participations au Mans? C'est ma femme. C'est ma femme qui a fait une petite embrouille pour que j'arrête de courir au Mans. Parce qu'elle m'a dit, tu l'as fait 11 fois, ça suffit. Mais je lui ai dit, non, moi, WM me fait confiance, on va y arriver un jour à faire des choses bien. Ils y sont arrivés après quand même à faire des choses bien chez WM. Parce qu'ils ont fait la pole position quand même une année. Et ils ont bien marché.
Donc j'aurais bien voulu être la CNA, j'aurais bien voulu être aussi dans l'année où on a fait 400 à l'heure, qui sont 2 ans après que j'ai arrêté. Mais je courais à cette époque-là en rallye avec la Porsche, avec un gros sponsor qui était Bati Conseil à l'époque. Et j'avais un contrat avec eux, qui était assez intéressant quand même, qui m'a permis de courir encore en rallye pendant 2 ans, et avec la Porsche, où j'ai gagné quand même 12 ou 14 rallyes. Donc, dont les Cévennes, les Garrigues, donc je me suis régalé avec cette part. Et elle m'a dit, ah ben non, mais tu peux pas courir le jour du Mans, parce que tu as le rallye des Nougats. Je lui ai dit, mais attends, je ne vais pas aller faire le rallye des Nougats le jour des Vainqueurs du Mans, alors que WM m'attend. Hein. Elle m'a dit, non, non, tu dois honorer ton contrat. Elle a monté tout un cinéma. Tu dois honorer ton contrat avec Bati Conseil. Ben, je dis, ben, ma foi, je téléphone à Gérard Walter, je lui dis, ben non, écoute, je suis désolé, j'ai le rallye des Nougats ce jour-là. Hein, il m'a dit, comment le rallye des Nougats? Ben, il me dit, non, je lui dis, je signe un contrat, je fais le rallye des Nougats. Et 3 jours avant, le rallye des Nougats ils n'avaient pas suffisamment, il a été annulé parce qu'ils n'avaient Non. pas suffisamment de participants. Ah non. Et je ne pouvais plus retourner chez WM parce que les équipes étaient montées. Donc je me suis fait avoir. Voilà. Et après, ben, j'aurais pu, mais quand j'ai compris que vraiment mon épouse voulait plus que je cours au Mans, parce que la dernière année où j'ai fait le Mans, j'étais en panne avec le WM dans le run d'Inaudière, et 100 mètres plus loin, il y a, comme je me rappelle plus, le Suédois qui se tue dans l'Inaudière là, et donc il s'explose, mais à 100 mètres d'où j'étais. Donc le bruit, les flammes, tout ça. Donc elle a été choquée à ce moment-là de cet accident, et que la course continue pareil. Elle dit, mais attends, ce mec il vient de se tuer, et la course elle continue. Ben oui, je lui dis, qu'est-ce que tu veux, on est pilote, oui, mais ça peut t'arriver. Ben, ma foi, oui, peut-être. Hein, mais bon, et ça a tellement marqué que c'est pour ça qu'elle a décidé, si tu veux, de faire cette embrouille avec le rallye des Nougats. Alors, tu as couru dans les années 80, les années 70. On sait que c'était des années où le sport automobile était très risqué, justement. C'était quoi ton rapport au risque? Est-ce que c'était quelque chose auquel tu pensais quand tu décrivais justement qu'à cette époque, un pilote pouvait se tuer, mais on n'arrêtait pas la course? Aujourd'hui, c'est quelque chose d'impensable, quoi. Bah, déjà, quand on est pilote, on est égoïste, on pense qu'à nous. Hein. Et donc, le risque, avant le départ, tu penses beaucoup au risque avant le départ. Avant le départ d'une course de côte, en circuit, non. En circuit, non, tu ne penses pas du tout au risque. Mais en course de côte, ouais, tu penses beaucoup au risque. Mais une fois qu'on te fait 5 parties, tu penses plus du tout au risque. C'est fini, là, parce que si tu penses, tu n'avances pas, quoi. Et j'imagine que tu as perdu des amis ou des connaissances Oui, au cours de ta carrière. les deux régales, le père et le fils. Le père, j'étais très très proche parce qu'on habitait le même village, donc on se voyait, on allait jouer au tennis ensemble dans la semaine et tout. Donc le Marco, bien sûr, quand on était souvent ensemble, c'est fou de toute façon, mais bon, c'est le risque de ce qu'on fait, quoi. Et puis on sait que ça peut nous arriver, mais moi, ça ne nous empêche pas de continuer, quoi. Et comment c'était géré par ta famille? Donc tu nous as raconté l'anecdote avec ta femme, mais sur l'ensemble de ta carrière Elle se rendait beaucoup plus compte, si tu veux, du Mans, parce qu'il y avait d'autres accidents il y avait des pilotes qui se tuaient et tout, donc elle a pris conscience à ce moment-là vraiment que c'était risqué, mais sans penser au risque en course de côte, par exemple. Moi, je pensais plus au risque en course de côte qu'elle y pensait. Mais après, quand elle voyait en circuit ce qui se passait, elle pensait au risque. Mais bon, on essaie de gérer tout ça, de toute façon. Sinon, on arrête. C'est peut-être pour ça que ça s'est arrêté. Mais le pire des risques, c'est ni la course de côte, bien sûr, mais le pire des risques, c'est le rallye, quoi. À l'époque, nos rallyes à l'époque. Hein, là, c'était énorme, les risques qu'on pouvait prendre. On pouvait sortir de la route. Si c'était de nuit, on mettait 3 jours avant de te retrouver, quoi.
Hein, donc là, il y avait quand même aux Cévennes, quand tu descendais les Plantiers, si tu sortais, comme Colaro a fait une fois, il a eu la chance de pouvoir s'en sortir. Mais là, tu peux y rester là. Et puis, si t'as une artère fémorale ou un truc comme ça qui t'arrive, tu n'as pas le temps de revenir. Le rallye, c'était quand même très très dangereux. Je te propose maintenant un autre petit jeu. Tu vas avoir 18 photos à commenter et chaque photo va s'afficher pendant 15 secondes. Donc tu as 15 secondes pour nous décrire Il faut que j'aille vite. ce que c'est comme photo. Je suis bavard alors. Ah oui, ça c'était Serre Chevalier, où je me retrouve là devant Val-de-Garde et les 3 pilotes d'usine, Terrier, Darniche, Andruet. Donc je suis devant là et je suis voilà. Et puis là, c'est Le Mans, c'est l'année où on a gagné en 2 litres en faisant 6e au classement général. Je crois que c'est cette année-là, il me semble. Hein, c'est 77 ça. Ouais. Donc belle année. Ah ça c'est la photo qu'on a vue tout à l'heure là. Un cheval fou avec un pilote furieux. Ouais. C'est Manicourt dans l'épingle du bas, l'ancien Manicourt dans l'épingle du bas. Et j'avais plus de frein sur cette voiture, donc il fallait la balancer sur la boîte et tout. Ça, c'est un essai avec la 792 de Maublanc. C'était déjà une des premières voitures à effet de sol avec des bavettes sur le côté. C'était pas facile à conduire, c'était assez imprévisible. C'était à Limonet-en-Verdun, ça. Ça, c'est Renault qui m'avait passé une 5LS pour faire de la publicité pour le Rallye de Charbonnières. Et là, c'est encore à Manicourt, sur l'ancien circuit, parce qu'on faisait une épreuve en circuit. Au départ, la première spéciale du Rallye de Charbonnières était en circuit. Ça, c'est aux Cévennes, 71, donc, avec la Dauphine Queyron, qui n'avait pas de frein, mais qui n'avait jamais eu de frein, cette voiture. Et je disais, je vais finir par la mettre dans un petit pont ou un truc comme ça. Ben non, on a fini 9e au classement général, au milieu des Alpines, et tout s'est bien passé. Là, c'est Le Mans avec Jean Rondeau et Jean-Daniel Rollet, mon équipier de toujours, en 85, dans l'année. C'est quelques mois avant la mort de Jean Rondeau, avec son accident avec le train. Ça, c'est à Champs-Rousse. C'est à Champs-Rousse avec l'Alpine Groupe 4. Voilà, c'est ma période alpine. Ça, c'est assez sympathique. Bonne auto. Ah, ça, c'est mon père. Ça, c'est mon père avec une BM 328. Mais il était grand, hein, il dépassait bien du pare-brise. Et c'est lui qui m'a donné quand même le goût à la compétition. Ah ben ça, c'est au Mans, je ne pourrais pas citer l'année. Avec mon épouse, on était là avant le départ. Peu de temps avant le départ, on allait se mettre en pré-grille. Hein, il y avait déjà tous les spectateurs qui étaient là. Donc ça devait être 84 ou 85. Ça, c'est avec Chambérault. Je ne me rappelle plus, on avait dû gagner une coupe puisqu'on l'a. Et je ne me rappelle plus bien la course. Là. Les Cévennes. Les Cévennes que j'ai gagné, je ne me rappelle plus en quelle année, c'était ou 85 ou 86. Alors on ne courait pas avec les groupes A à l'époque, c'était bien séparé. Ah, ça c'est ma belle sortie de route, ça, à 200. J'ai coupé l'arbre qui était devant, là, en marche arrière. C'était à Super-Lurent. J'ai un peu détruit la voiture quand même, on a été obligé de changer la coque très rapidement. Ouais. Là, j'ai pris un bon jeton là quand même. Ça, c'est le Charbonnières que j'ai gagné en 91. En 91, ouais. Et dans une position assez habituelle, mais là, c'était pardonnable parce qu'il y avait des graviers. Hein, ce que je vois, et ça, c'était l'année 82, je crois, où j'étais en tête dans la ligne droite des Inaudières, devant Jacques X, et quand il me repassait à Indianapolis, je repassais deuxième. Ça, c'est à Chamonix. Chamonix avec une R5 4 roues motrices qui a été fabriquée par un copain, Bernard Poncet, avec lequel on s'est bien amusé, quoi. Ça, c'était la 782 que j'ai
détruite sur une grande sortie de route à Dunières, où j'aurais pu me faire très mal. Mais ouais. Ça, comme ils disent, je cherche un raccourci. Ça, c'est à Limonest, avec la voiture qu'un copain m'avait prêtée. Il faudrait effacer cette photo pour pas qu'il la voie. Je te prêterai pas la mienne, alors. Maintenant, je voudrais qu'on ouvre le chapitre de la course de côte. Ouais. Il y a encore beaucoup de choses à raconter. C'est quoi qui t'a orienté sur la course de côte en premier dans ta carrière? Ce qui m'a orienté, c'est le fait de pouvoir en vivre. J'avais un peu une... Si j'avais fait un livre, j'aurais dit, j'aurais intitulé « Vivre pour courir ». Être vivant pour courir, vivre pour courir. Mais courir pour vivre. C'est-à-dire courir pour manger, quoi. Voilà. Donc ça a été un peu mon leitmotiv, ça, toute ma vie, de courir pour vivre, quoi, pour pouvoir en faire mon métier. Voilà. Donc c'était ça. Et la course de côte était la seule possibilité de courir pour vivre. C'est quoi qui influence ton passage à la monoplace? De 65 à 72, tu es principalement avec des berlines. Et c'est en 72 où tu passes justement sur une Brabham, moteur 1600. C'est quoi qui te fait basculer justement de la berline à la monoplace? Comme j'avais couru avant en NSU, en alpine, ça tu peux pas vivre de ça. Hein, parce que tu n'as que des primes d'arrivée, de premier de groupe, premier de classe qui peuvent te faire vivre. Hein. Il faut passer l'étape suivante, et pour pouvoir en vivre, il faut gagner des courses. Il faut se faire la notoriété de vainqueur de course de côte. Hein, donc c'est la seule chose qui m'a motivé, parce que j'aimais aussi bien courir avec une NSU qu'avec une Mustang ou une Alpine, qu'avec une F2. Mais la F2 te permet de gagner, et de gagner ta vie. Et en 1973, il y avait encore des Formule 1 à cette époque en course de côte. Donc on parle de Formule 2, mais il y avait encore des Formule 1. 73, c'est l'accident de Daniel Rouvéran au Mont d'Or. C'est quoi Est-ce que c'était vraiment trop dangereux la Formule 1 à ce moment-là, ou pas plus que la Formule 2? Tu portes quel regard? C'était pas plus dangereux que maintenant, ou quand ils ont mis les Formules 3000. Ils ont mis des Formules 3000 avec les pneus durs. Marc Régal s'est tué avec ça. C'est pas pour ça qu'ils ont arrêté les Formules 3000. Hein, donc, ça a été un état d'esprit à ce moment-là de dire on va arrêter l'escalade. Mais l'escalade, depuis, elle est devenue énorme. Hein, après, avec les protos maintenant qui font 600 kilos et 600 chevaux, c'est devenu aussi de la folie. Donc, non, ça a été un état d'esprit à l'époque de la fédération de dire on va arrêter l'escalade et puis on arrête les Formule 1. Mais les Formule 1 étaient un peu plus rapides, bien entendu, que les Formule 2, mais pas énormément plus rapides. Une bonne Formule 2 bien travaillée, comme Tharès les a travaillé, ou Bocard, aurait battu les Formule 1. En 1975, tu intègres le Maublanc Racing Service. Comment s'est créée, pareil, cette opportunité? J'avais fait une bonne saison qui avait marqué les esprits en 1974 en proto 2 litres Chrysler. Parce que je me suis frotté quand même à des pilotes comme Bernard Béguin, quand même, qui était violoncelle. J'ai gagné 2 fois devant lui. Donc on se tirait quand même tous les deux des bonnes bourres. Et puis il y avait Fréclin aussi qui était là, d'autres bons pilotes quand même qui étaient dans cette coupe. Donc c'était pas facile. Et je suis arrivé à gagner 5 courses. Déjà toutes les courses de montagne, je les ai gagnées, sauf une parce que Fréclin nous a fait une petite embrouille quand même. Mais ça on n'en parle pas. Mais bon, j'ai gagné Champs-Rouge, j'ai gagné Moutier, j'ai gagné Urcy, nettement devant Fréclin à ce moment-là. Donc ça m'a permis d'avoir une certaine notoriété supplémentaire, circuit, montagne.
Et ça, je pense que ça a marqué un peu Maublanc, qui n'arrivait pas à battre Mieuxet, dans les courses de côte en montagne. Et donc, ça lui a donné l'idée, si tu veux, de m'embaucher pour battre Mieuxet. Et puis, c'est ce qui s'est passé, parce qu'après, Mieuxet, je l'ai rencontré toutes les fois avec la même voiture, et j'ai gagné toutes les fois. Parce que 1975, c'est ton premier titre de champion de France de Voilà, la avec montagne. le proto. Voilà. Et j'ai commencé déjà avec le proto à battre Mieuxet avec la F2. Et j'ai battu aussi Maublanc avec la F2. Bon, ce qui a pas plu à Maublanc, quand Oui, même. parce que c'était une question que j'allais dire. Vous étiez en concurrence directe Eh avec ouais, Pierre Maublanc. à Bourbach, je le bats. Hein. Il me prend après la course. Et voilà, toi. Bon, Maublanc, c'était quand même le personnage. Hein. Je m'assois dans la voiture à côté de lui. Oui, Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai pas embauché pour ça. Il me dit. Ah ben, je lui dis, je suis désolé, mais s'il faut que je lève le pied dans la ligne droite, c'est pas ce que je vais faire. Je lui dis, bon, ça va. Mais il était pas content, hein. Ah oui, Il c'était était pas pas pour content. rigoler. Ah ouais, ouais, ouais. Parce que 1975, c'est aussi ton... Tu fais vice-champion d'Europe. Ouais, en faisant 3 courses, hein, le championnat d'Europe de la montagne, 3 ou 4 courses, hein, je crois, oui. J'ai fait Dobrach, là où je me suis fait battre par Nesti. Ça m'a remis un peu aussi les pieds sur terre, parce que je gagnais tout en France, quoi, avec le proto, assez loin devant. Et je tombe sur Nesti, donc 10 fois champion d'Europe de montagne, et qui me taxe. Oula, là, il va falloir que je m'applique la prochaine fois. Ben, les prochaines fois, ben, j'ai gagné, chez lui à Cefalù, pas à Cefalù, à Rieti Terminillo. J'ai battu 2-3 fois après, toutes les fois qu'on s'est rencontrés. J'ai gagné le Mont d'Or, puis la deuxième course c'était Turquem, au championnat d'Europe de la montagne. Donc ça a fait 3-4 courses. 4 courses qui m'ont permis d'être deuxième au championnat d'Europe de la montagne. Ouais. Et les courses de 20 km, tu les reconnais comment à l'époque? Ah, je les reconnais bien. Là, c'est pas comme le Nürburgring. J'y passe une semaine, parce que c'est des courses de 20 bornes. J'y passe une semaine, enfin peut-être pas la semaine complète, mais c'est la petite bosse ici, la petite bosse là, le point de braquage, tous les virages, tout connu vraiment par cœur, récité par cœur. Et je laisse pas traîner un dixième. Hein, surtout après ma défaite contre Nesti, je laisse plus traîner un dixième nulle part. Dans ces années-là, tu pouvais faire la double monte, c'est-à-dire conduire avec deux voitures différentes? Non, ça a été arrêté dans les années, je ne me rappelle plus quand, mais j'ai fait un double monte quand j'avais la NSU et la Mustang. J'ai dû faire une double monte. Oui, si, j'ai fait une double monte aussi en 74. Alors, je sais pas quand ça s'est arrêté. Puis Mieuxet faisait la double monte aussi. Il faisait la double monte quand il était avec l'Alpine. Oui, c'est ça. Avec l'Alpine et la F2. Et c'était 76, voilà, ça, je crois. Ouais. c'est la seule fois il m'a battu avec la F2 à Turkheim, parce qu'il faisait la double monte et il avait vu dans le droite avant l'épingle en haut qu'il y avait une grande traînée d'huile. Hein. Et bien entendu, il l'avait bien gardé pour lui, il n'allait pas me le dire, hein, de toute façon. Et donc, il montait avec la F2. Bien entendu, il était monté avec le proto 5 minutes avant ou 10 minutes avant, enfin le temps de redescendre. Et ben, il a fait ce qu'il fallait sur la traînée d'huile. Et moi qui n'étais pas au courant du tout, j'arrive comme s'il n'y avait pas de traînée d'huile. La F2 qui m'embarque, là, je me pars dans un contre-braquage presque arrêté, tout ça avant l'épingle, tu vois. Je tape rien du tout, un coup de peau. Et puis j'arrive en haut. Et en haut, il me tape de 6 centièmes. 6 centièmes. Dire j'étais chauffé. Je lui dis, t'es un enfoiré, hein, t'aurais pu le dire et tout. Mais bien entendu, c'est moi qui avais tort, hein, parce qu'il y avait un drapeau d'huile qui était signalé. Mais bon, je l'ai engueulé à ce moment-là devant tout le monde. Et Jimmy, je le regrette de t'avoir engueulé. Mais j'avais la colère, pour 6 centièmes, j'avais la colère. En 1976, c'était au sommet. C'est l'année où tu remportes le plus de victoires, je crois. Ouais. C'est quoi qui faisait ta force cette année-là? J'ai été motivé déjà, parce qu'en 76, le 3 mars, le 3 mars 76, Maublanc me dit d'emmener une voiture par la route
à Dijon, parce qu'il faisait courir les productions à l'époque. Donc j'en mets un BM, un 30 CSI à Dijon, et manque de chance, à Neuville-sur-Saône, là, dans le brouillard. Mais il y avait un brouillard pour emmener cette voiture, mais c'était pas possible. Et donc, j'avais pas mis le harnais, rien du tout, tu sais, pour être un peu libre de mes mouvements. Et donc, je vois un camion qui me sort d'un chemin privé. Hein. Je freine avec la BM, mais derrière moi, il y a un mec qui a trouvé que j'allais pas mal dans le brouillard, qui me suivait avec une Simca, je sais pas quoi donc, là, qui me rentre dans le cul et qui m'emmène sous le camion. Donc, je me retrouve coincé dans cette voiture, hein, avec fracture ouverte du tibia, là, de la rotule. Donc, j'avais plus de rotule, la rotule était ouverte en deux. Fracture du bassin. J'avais le bassin avec le cotyle du bassin, c'était tout sorti. Ouais. J'avais plus de dents. J'avais ouvert la bouche, là, et il y avait 10 dents qui étaient parties d'un coup, quand même. Ouais, donc maintenant, c'est des fausses. Hein. Donc 10 dents parties d'un coup. J'avais une fracture des apophyses de vertèbres, des trucs comme ça. Donc j'avais pris un bon jeton. Et donc je me retrouve à l'hosto pendant 1 mois, avec la jambe en tension, bien sûr, parce qu'avec la fracture du bassin, avec le genou complètement explosé, et puis tout le reste, tout ce qui va avec. Et le toubib qui me dit, c'était donc 76. Le toubib qui me dit, le chirurgien me dit, non mais cette année, il faut oublier les courses, hein, c'est fini. Je dis, comment oublier les courses, hein. Toutes les nuits, je faisais avec le truc là où on se pend là, à l'hôpital, j'avais la jambe tendue, mais je gardais mes forces, je faisais tout ma gym sans arrêt. Je mangeais des yaourts, des coquilles d'huîtres, parce qu'il paraît que ça cicatrise mieux les fractures. Donc, et je dis non, je courirai. Donc, et 1 mois et 26 jours après mon accident, je montais avec les béquilles dans la F2 au col Saint-Pierre. Hein, j'avais mal. Hein. Je montais au col Saint-Pierre et je gagnais la course devant Mieuxet. Hein, mais là aussi, j'étais en colère. j'étais motivé et voilà. Et après, ça a duré. Ben, j'ai gagné toutes les courses sauf une, qui était Turquem, que je viens de te raconter. Et après, Maublanc casse sa voiture, sa F2, parce qu'on avait tous les deux les mêmes F2 dans le team. Il casse sa F2 à Baie-Montaigu. Et il me dit, Michel, je récupère ta voiture pour faire le Ventoux. Et toi, tu vas faire l'Odev. Donc, j'ai pas pu faire le Ventoux. Hein, Mieuxet a gagné, donc il remontait dans les points. Et après, on remonte une voiture avec des pièces à droite, à gauche, qu'on est allé chercher en Angleterre et tout. Et cette voiture, c'est devenu ma voiture. Hein. Donc, pas le temps de l'essayer, rien du tout. J'avais cette voiture pour Saint-Ursanne, des Rangiers. Je fais pas 3 virages, que j'ai un porte-maillot arrière qui casse. Hein, et je me retrouve à 170 dans un mur. Encore une fois, je me retrouve à 170 dans un mur, dans un des premiers murs à gauche, là. Donc, allez, hosto et tout. Et à l'hôpital de Port-Rentruy, ils voulaient m'amputer le pied gauche. Mais non, non, il y a trop de fractures, le talon, il n'y a plus de talon, plus rien, ils m'ont amputé le pied gauche. J'ai dit non, non, vous touchez à rien, je signe une décharge et direction hôpital avec mon toubib qui m'avait opéré déjà 6 mois avant, quoi. Donc, le toubib, il me voit arriver, il me dit, encore toi, là? Bon, ben, on va voir. Et j'avais plus de talon. Donc, il m'a passé 12 heures sur mon pied pour me refaire un talon. Il m'a dit, ben, j'ai pris l'empreinte du talon de l'autre côté, et puis je t'ai refait un talon parce que c'était des miettes de talon que tu avais des miettes d'os que tu avais de partout. Donc, ils m'ont bloqué la cheville, bloqué le talon, et je me suis retrouvé en plâtre, dans un plâtre, avec des aiguilles qui traversaient de partout, là. J'ai souffert, et je voyais le Mieuxet qui remontait dans toutes les courses, après j'étais plus là, qui remontait dans les points. Je dis, ben, je vais encore pas être champion de France cette année. Et puis non, il n'a pas gagné la dernière course, c'est ma mère qui l'a gagné. Et je suis devenu champion de France avec encore pas tous les résultats qu'il fallait. Il manquait des résultats, mais bon, les résultats, c'était à l'hôpital, quoi. Ah, c'est incroyable. Et c'est marrant le parallèle en 1976 avec l'histoire de Lauda et Hunt. Ouais. Lauda qui a son accident aussi au mois d'août et qui voit Hunt remonter petit à petit sur lui. Ouais.
C'était un peu la même chose, sauf que c'était de la F1. Tu as dû le savourer, ce titre, en 1976, là, avec deux Ben, je l'ai accidents savouré, la bien même sûr. année, Je l'ai savouré le jour où j'ai su que Miocel s'était fait axer la dernière course parce qu'il aurait gagné de 10 points, pas plus, hein, plus ça s'il gagnait, et qu'il s'était tapé par ma mère. Ça dit merci ma mère de l'avoir tapé parce que je pense qu'il avait cru que c'était arrivé un peu Miocel et qu'il pouvait pas se faire battre. C'est d'ailleurs même la première fois que ma mère se tapait Miocel. Et donc il était, voilà, c'était la récompense quand même de mon année de souffrance. Donc après, en 77 et 78, tu intègres l'écurie Rock. Ouais. C'est quoi qui provoque ce changement de chez Ben, Montblanc je pense que Maublanc s'est rendu compte un petit peu de la gravité de la situation avec ce qui m'est arrivé. Parce que j'aurais pu très bien ne pas être reconnaissant envers lui et puis dire oh ben tiens je porte plainte machin et tout pour avoir des indemnités, pour avoir ci, pour avoir ça, parce que dans la voiture dans laquelle il m'avait fait monter c'était un piège quoi. Donc mais j'étais reconnaissant envers lui puis je n'avais pas à le faire. Donc Maublanc s'est rendu compte que c'était dangereux quand même, qu'il pouvait être responsable de, de ça quoi. Et donc il m'a dit oh ben non voilà l'année prochaine machin donc j'ai contacté Rock, je lui ai dit voilà, je suis disponible pour l'année prochaine. Bon, puis ça m'a permis également, parce que Maublanc était quand même assez près de ses sous, d'augmenter mon salaire chez Rock, de pouvoir bénéficier de toutes mes primes d'arrivée, de toutes mes primes de départ, ce qui se faisait encore bien à cette époque-là, et de pouvoir en vivre encore un peu mieux que ce que j'en avais vécu chez Maublanc. Et donc provoquer aussi Et les opportunités pour provoquer Le Mans. et tout ça. Ouais. Il y avait qui dans l'écurie Rock? Ben non, j'étais le seul pilote. Enfin, j'étais le seul pilote officiel toute l'année. Il avait Jacques-Henri qui venait de temps en temps, hein, qui jouait pour Le Mans, pour des courses en proto. Il avait Josso aussi pour quelques courses en F2 et en proto. Mais j'étais le seul pilote montagne officiel. Quoi. Et donc avec l'écurie Rock, ça dure jusqu'en 1979, c'est ça? 1978, j'ai fait 77 et 78. À la journée des montagnards. À la journée des montagnards, donc je me tire la bourre avec mon moteur Rock. C'est quoi la journée des montagnards? Ça se passait à Carlande. C'est-à-dire que la dernière journée, c'était l'année finie, l'année de montagne finie, on se retrouvait tous à Carlande et on se tirait la bourre sur 5 ou 10 tours de circuit. Ah, voilà, donc c'était sympa, puis j'avais fait un peu de circuit, donc je savais comment ça se passait. Et puis bon, mais là, je tombe quand même contre Marc Sour, qui est une pointure en circuit quand même. Hein. Marc, il a quand même gagné la Coupe Cordini, il a gagné la Formule France, et c'est une pointure. Donc, et avec mon moteur Rock, je me tire la bourre avec Sour, avec sa Martini, avec son moteur BM. Hein. Donc, et puis on se tire la bourre tout le long, un coup c'est moi, un coup c'est lui, et je me rappelle plus, je sais pas si c'est lui qui gagne ou moi qui gagne. Je sais que j'ai gagné une année, mais je me rappelle plus cette année-là, 78. Et puis après la course, je vois Stalder qui va choper Sour. Il vient voir et tout. Donc il l'installe dans ma F2. Je me suis dit, tu fais quoi, Fred, là? Il me dit, oui, mais qu'est-ce que tu sais, avec Iaco, avec Mathieu. Puis bon, Mathieu étant très, très ami avec Sour, hein, ils sont vraiment copains, ils sont très proches. Tu comprends, l'année prochaine, c'est Marc qui va monter dans les F2, et puis toi, tu feras du proto. Hein. Ah ben, je lui dis, ben non, mais ça ne me convient pas. Immédiatement, je lui dis, tu sais pas, non, mais ça ne me convient pas, t'as qu'à faire quoi, remarque. Hein, puis t'embaucheras quelqu'un en proto pour me battre. Hein. Alors, le voilà. défi. Le défi. L'année 119, je trouve un sponsor qui me paye une F2, et je cours pour le sponsor, qui était HB2 à l'époque. Et ben dès la première course, on se tire. Mais c'était pas prévu que je fasse le championnat de France pour HB2. C'était prévu que je fasse beaucoup de courses régionales, nationales plutôt, pas régionales, nationales, pour qu'ils puissent s'implanter dans divers pays. Donc ce qui fait que cette année-là, je suis recordman des victoires de course de côte. Pas champion de France, mais recordman des victoires. Je crois que j'ai dû faire plus de 20 victoires de course de côte cette année-là. Presque toutes les courses de côte que j'ai faites, je les avais gagnées. Oui, donc pour HB2, ce qui leur faisait quand même une bonne publicité, mais après HB2, c'est parti en live. Voilà.
Et là, à cette époque-là, il y a aussi des nouveaux qui arrivent en course de côte, dont Marcel Tarès. Alors Marcel Tarès est arrivé bien avant. Il était déjà bien avant, Ah ouais. oui, Marcel Tarès il est arrivé avec Saralt en 78, D'accord. parce que Marcel, il vivait en Belgique. Il courait en Belgique. Donc quand il est arrivé, Marcel, on a tout de suite sympathisé. Hein. Il me dit, ah, je vais venir en France. Pourquoi? Ben, je lui dis, tu es en France, machin. Viens habiter chez moi. Donc il a habité chez moi pendant 6 mois à Albigny. Donc, mais il m'a squatté mon garage. Alors ça, moi, ma mère F2 était dans un coin. Et le soir, on l'appelait Marcel, c'est l'heure de manger, viens. Attends. Il sortait pas du garage avant minuit. Il faisait ses épures de suspension, il changeait tout, il démontait complètement sa ralte, il la remontait. C'était un fou du travail sur les voitures. Moi qui faisais rien sur mes voitures entre deux courses, hein, lui, il y passait, mais je sais pas, il y passait toutes ses journées, la moitié de ses nuits, il était sur sa F2 pour arriver à faire marcher. Et là, c'était 78, je crois, 70, 79, ouais. Donc, non, à l'époque, j'étais quand même tout le temps, j'étais devant lui. Hein. Marcel m'avait jamais battu à cette époque-là. Après, bon, il a tellement évolué dans c'est son boulot qui l'a fait arriver. Il était bon pilote, c'est sûr, mais son travail, sa méthode de travail et son ingénieux, c'est lui qui a inventé les 4 roues directrices sur la glace. Mais il pensait qu'à ça, et je pense que la nuit, il rêvait à ça encore. Tu sentais déjà que c'était un pilote à part? C'est un pilote à part par son travail, par son envie de travailler sur les voitures que moi, j'avais pas du tout. En fait, je regrette de pas l'avoir eu, hein, parce que ça me plaisait en plus. Mais nous, c'était la facilité. On mettait le cul dans la voiture. On allait avec les réservoirs de 100 litres dans nos bagnoles. En course de côte, la 762, elle pouvait aussi bien partir le lendemain en circuit que faire des courses de côte. On l'avait jamais allégé. Donc lui, il a commencé à venir avec des petits réservoirs de 5 litres et tout, sur la course et tout, d'alléger. Ils ont couru avec des voitures qui faisaient 470 kilos. Hein, alors que nous, on était encore avec nos voitures à 600 kilos, quoi, à 550 kilos. Donc il a travaillé. En 1980, tu termines pour la 2e fois vice-champion d'Europe au volant d'une Toge. Ouais. C'est quoi qui a décidé ce passage à nouveau en prototype? Et pourquoi une Toge? Eh ben parce que j'avais perdu mon sponsor. HB2. Ils ont eu des problèmes financiers, donc ils n'ont pas pu continuer à me faire courir. Et là-dessus, j'étais presque à décider d'arrêter de courir pour le moment. Et Marc Monmeilleur m'a téléphoné. Il avait un gros contrat, donc il a toujours son contrat avec BP. Et il m'a demandé si j'étais libre pour conduire la Toge pour faire le championnat d'Europe de la montagne. Donc, oui, il n'y avait pas de problème. Donc j'ai conduit la Toge. Ça s'est tout de suite bien passé. Ça a été vraiment tout de suite une auto assez fabuleuse. Dès la première course de côte qui était en plus. Donc je me suis engagé avec la Toge. Je l'avais encore jamais conduit. C'est la première fois que je montais dedans. Et Stalder avait décidé de me contrer avec la voiture avec laquelle j'avais battu Nesti, avec la Chevron B36 avec laquelle j'avais battu Nesti en Sicile, en championnat d'Europe. Donc il a confié cette voiture qui marchait très bien, qui marchait comme c'était une Chevron, mais elle allait comme une Lola, hein, c'était la même chose. Et donc il confie cette voiture à Tarès pour me contrer. Ça m'a quand même un petit peu, pas vexé, mais enfin, c'est de bonne guerre, hein, de toute façon. J'ai dit, on va voir. Hein. Et puis, en fait, j'ai battu Tarès de 3 secondes par montée. Hein. Donc, la première chose que Stalder a voulu faire le lendemain de la course, c'est de téléphoner à Monmeilleur pour acheter la Toge. Ah oui. Voilà. Et Monmeilleur a dit non, j'ai un contrat avec Michel, il n'y a pas de problème, c'est lui qui garde la Toge pour toute l'année. Donc, j'ai jamais revu Tarès ni Stalder avec la Chevron. Donc, voilà. Ah oui, d'accord. Ça a été assez radical quand même. La Toge, c'était la même avec laquelle tu faisais Le Mans ou Non, c'est une autre. Ouais. Et après, après cette saison, c'est pas mal déroulé.
sauf que j'ai eu un problème de crevaison à Trento Bonone, juste avant les 50 épingles. Il y a 50 épingles coup sur coup à Trento. Et ben là j'ai fait 50 épingles avec un pneu avant complètement dégradé. Et c'est Nesti qui a gagné cette course. C'est la seule course que Nesti a gagné. Sur toutes les autres, il y en a eu 7 ou 8 où j'ai tout gagné. Mais comme cette année-là, le championnat d'Europe, il était classé aussi bien les Porsche en groupe 5 d'Almeras avec les groupes 6. Donc Almeras marquait tous les points toutes les fois qu'il gagnait. Il n'a jamais été contré par personne, hein, de toute façon, avec la 935, il était tout seul. Donc, et moi, j'avais quand même de l'opposition en groupe 6, et je marquais les mêmes points qu'Almeras. Donc, il suffisait que je sois battu une fois, hein, pour qu'Almeras soit champion d'Europe, et que moi, je fasse deuxième. Donc, c'est pour ça, ça n'était pas très équitable, parce que on n'a pas couru sur les mêmes voitures, on n'a pas eu la même opposition. Mais bon, le résultat, il est là. J'ai fait deuxième du championnat d'Europe. J'étais, comme on m'a dit, j'étais champion d'Europe en proto, en groupe 6. Mais pas dans le classement du championnat d'Europe total, quoi. D'accord. Donc après, de 82 à 85, tu te consacres mon activité commerciale plutôt, parce que il fallait que j'arrive à me prouver à moi-même que j'allais faire autre chose que de courir. Donc c'est là que je me suis occupé d'un garage, et puis ça a bien marché. Et j'ai pu revenir après, à partir de 85, pour faire quelques rallyes. Et tu reviens en course de côte en 86, avec cette fois une BMW 635 CSI. Voilà, c'est Duby qui me téléphone. Il avait quelques soucis avec Dosière quand même, parce qu'il avait jamais réussi à battre Dodo, et donc il voulait le contrer, et donc il me téléphone pour que je cours avec le 635. Et donc dès les 3 premières courses, je gagne devant Dosière. Et donc après, c'était un peu plus difficile parce que Dosière a su faire évoluer sa voiture, et nous on touchait pas du tout à l'évolution. Mais bon, on s'est tiré des belles bourres. Parce que là, à cette époque, Duby roulait avec la 205 Turbo 16. Voilà, c'est ça. Ouais. Okay. Ah, ouais. Donc c'était pour le contrer, lui prendre des points. Voilà, pour le contrer, et puis pour se venger un petit peu des déculottés qu'il avait pris avec Dosière les années précédentes. Alors là, on va ouvrir un chapitre qui, moi, me tient particulièrement à cœur, c'est celui de la RS 500, avec laquelle, moi, tu m'as vraiment fait vibrer. Ça se passe comment, l'achat de cette voiture ? Il fallait trouver quand même en groupe A le moyen de contrer Dosière. Parce que Dosière avait des bons sponsors, et à part qu'il est très très bon pilote aussi, il avait quand même toujours le degré de préparation sur ses voitures, le maximum, optimum. Il avait jamais mieux. On ne pouvait pas avoir mieux que Dodo. Il avait toujours tout ce qu'il fallait sur sa voiture. Donc il fallait arriver à suivre l'évolution qu'il faisait. Et donc je dis pourquoi pas essayer une Sierra. Ça marche bien, on n'est pas loin avec une Sierra normale. Hein, pourquoi pas essayer une RS 500. Et j'avais téléphoné à Fornage à l'époque, qui me dit oui, une RS 500 ça doit marcher. C'est quand on voit un petit peu la fabrication de la RS 500, les trains sont plus pareils, le moteur il fait 500 chevaux au lieu de 300, on fait 500. Donc comme on n'était pas loin, j'ai dit ça doit marcher, on doit gagner 1 seconde au kilomètre. Et puis oui, effectivement, on gagne 1 seconde au kilomètre avec les RS 500 quand elles sont bien réglées et qu'on arrive à la maîtriser comme il faut, quoi. C'était comment justement à conduire une RS 500 ? Ah, c'est d'une violence inouïe. Je crois qu'il n'y a pas plus violent comme voiture, quoi. C'est vrai ? Ah oui. T'as rien jusqu'à 5000 tours, et de 5 à 250 chevaux, jusqu'à 5000 tours, et puis d'un seul coup, t'as les 500 chevaux qui se déclenchent. C'est pour ça que ça laisse des traînées de roues comme ça, des traînées de pneus sur les routes, pas des traînées de gomme, parce que c'est hyper violent. Mais c'est hyper violent, mais c'est du drift, hein, de toute façon. C'est comme si tu faisais une course de côte sur le verglas, ça revient au même. À part que ça tient fabuleusement. Même, où elle m'a le plus surpris, cette voiture, c'est sous la pluie. On fait la séance d'essai officielle
sous la pluie à Champs-Rousse, donc en chronométré, tu vois. Et Pirelli m'avait fourni des pneus, ça s'appelait à l'époque les DI8. Ces pneus, tu arrivais en haut sous la pluie, tu pouvais même pas mettre la main dessus tellement que ça collait. Voilà. Et là, première fois, j'essaye ces pneus, je roule un peu hors parc fermé avec les voitures sous la pluie. C'est presque comme sur le sec, c'est bien. Hein. Et aux essais, meilleur temps, je crois que c'est Bocard ou Chambéro. Je suis deuxième avec la RS 500 à moins de 2 secondes. Et le troisième, c'est ou Bocard ou Chambéro. Quoi. On est tous les trois, Chambéro, moi et Bocard, tous les trois dans les mêmes 2 secondes. Et je suis avec la RS 500 et lui, il est à une F2 et un proto. Là, tu vois. Donc, non, là, sous la pluie, j'étais scotché tellement c'était fabuleux. Ouais. En plaisir de conduite, c'était... Ah ouais. Il fallait pas se rater sur les freinages parce que c'est sous la pluie quand même. Mais en tenue de route latérale, toi qui connais bien Champs-Rousse, t'as une chicane à un moment là, et puis après t'as un bout droit, puis t'as le droite là. Bah, sous la pluie, le droite c'était presque à fond. Hein. Sous la pluie. Bon après il fallait s'arrêter pour pas aller dans les billots de bois qui étaient derrière. Hein. C'est passé. Alors maintenant je vais te faire un petit jeu. Oui. Je vais te faire écouter rien qu'un son de toi au volant de la RS 500 et tu vas devoir deviner la course que c'est. Ça risque d'être compliqué quand même là. Eh ben, on va voir. Ça ressemble au Mont d'Or, ça peut-être un peu. Ah, Bravo! C'est ça, c'est exactement ouais. ça. Bah oui, C'est le Mont d'Or. Ah ouais. Oui, c'est très haché, si tu veux, en accélération, en frein, en accélération. C'est pas une course où tu mets au fond et puis t'attends que, tu vois, ça se passe. Non, là, on sent que c'est te dire l'endroit, je dirais peu après le départ. Ou alors, où ça peut être peut-être des achètements vers le Buron. C'est avant le Buron. Avant le Buron. Ouais, c'est la période, c'est la portion de route dont on parlait tout à l'heure, ouais. qui est un peu après le Rouveyran, là, tu vois. Ouais. Et t'arrives à un moment oui, bah, t'as les 3 virages, les 3 épingles, c'est ça. Ouais. Et c'est où ça m'a semblé, là. C'est où ça m'a semblé, parce qu'il y a de l'hésitation de mettre dedans, de pas mettre dedans, tu vois, de mettre à fond, pas à fond. Il y a un petit peu d'hésitation, donc là, t'es obligé de composer, quoi. Alors, je vais te faire réécouter un son aussi. Alors, c'est toujours au Mont d'Or. Là, ça sera plus facile à reconnaître, mais c'est pour te faire écouter l'ambiance que pouvaient vivre les spectateurs pendant que toi, tu passais à cet endroit-là. On attend bien sûr Michel Pignard qui a des trajectoires encore plus tendues que les autres puisque la paille vole à chaque fois qu'il est saute dans les parages. Attention pour Michel Pignard, très large épingle. C'est pas d'être non plus, on est là avec les Européens. Il est en piste, il est à travers Michel. Je pense qu'il a perdu du temps. J'ai bien peur. Je vais l'envoyer au speaker, ça. Ouais, c'est la carrière. Ouais. Ouais, c'est la carrière. C'était Jean-Michel Baillien. Ah oui, c'était Jean-Michel Baillien. Ouais. Maintenant, je reconnais bien sa voix. Et là, il mettait bien l'ambiance Ah à la bah, carrière. Michel, et moi, je peux te dire que j'avais des frissons quand on passait à cet endroit-là. En plus, c'était en 1991, l'année où tu as gagné. Et c'était. Là où j'ai gagné. Tu nous as offert un sacré spectacle. Je crois que le record, il a tenu longtemps, hein, quand même. Ouais. Hein, je crois qu'il a tenu 15 ans ou 20 ans. Ah oui, tant que ça. Ah oui, il a jamais été battu en groupe A. Après, ils sont venus avec les voitures de Superproduction. L'époque de Dodo quand il est venu avec les Superproductions et tout, et c'est en Superproduction mais 15 ans après où ils ont battu le record. Et le record avec la Toge, il a aussi tenu 15 ans, je crois, quelque chose comme ça, parce que Chambéro l'a jamais battu, personne l'a battu, mais je reconnais que même en F2, j'ai pas fait le temps que j'avais fait avec la Toge. La Toge a battu mes temps de Formule 2.
Voilà. Donc j'étais fait pour être le cul dans une toge. Tout à l'heure, tu nous disais que c'était vraiment une voiture qui t'avait tenu à cœur, que tu avais apprécié, la Toge. Ben, C'est quoi qui... il y a des voitures où tu fais une osmose avec la voiture, où tu la comprends et où elle te comprend aussi à la limite. Une Pygmée, ça m'a jamais compris et j'ai jamais compris. Hein, c'était inconduisible pour ma conduite. Hein. Et une Toge, ben, c'était tout se décomposait, si tu veux, comme si tu étais au ralenti, ça, tout allait bien. Je conduisais avec les fesses parce que moi je conduis. T'as deux façons de conduire une voiture. Un Tarès, par exemple, il conduit avec les roues avant. Hein, c'est-à-dire que toute sa sensation, elle est sur l'appui de la roue. C'est-à-dire il braque à gauche, c'est sa roue avant droite qui le conduit. Hein, et qui gère tout son virage. Mais façon, en Formule 1, Berger. Il était comme ça. Et Alesi, qui est un pilote qui conduit avec la roue arrière, aussi comme moi, si tu veux. On conduit, nous, avec la roue arrière, celle qui fait l'appui. Donc je prends à gauche, c'est ma roue arrière qui me conduit. Donc il faut que ma voiture elle commence à glisser, et à partir du moment, je la sens et je la contrôle à ce moment-là. Voilà. Je conduis avec les fesses et avec ma roue qui est en appui, ma roue arrière. Alors que Tarès, comme Berger, sont des types qui conduisent avec les roues avant. Donc il leur faut, à Tarès, il lui faut une voiture extrêmement souvireuse. Mais extrêmement. Il va rentrer dans des virages, il va braquer comme ça, la voiture elle va tirer droit, mais moi c'est inconduisible ça, je peux pas. La voiture elle va tirer droit, mais il arrive à gérer. Il arrive à gérer. Et c'est très rapide, c'est très très vite aussi. À la limite, je perds plus de temps moi avec les roues arrière que lui comme il conduit avec les roues avant. C'est deux façons de conduire. Et donc la Toge te Et la Toge, elle se conduisait bien avec les fesses, quoi. Hein. Alors maintenant, je te propose un autre jeu. Cette fois, tu vas essayer de reconnaître la course avec la vidéo, mais c'est juste un seul passage. C'est peut-être plus facile. C'est plus facile, je pense. Ah, peut-être le Beaujolais, mais je vois pas bien l'endroit. C'est chez un viticulteur. Ah oui, d'accord. Ah ouais, Boyeux. Boyeux Saint-Jérôme, ouais. Mais, repasse-moi voir un petit peu, que je me rappelle. Oui, puis je vois bien où c'est en plus. C'est après la ferme. C'est après la ferme. Peut-être. Moi, j'ai jamais vu la course. Ah ouais, t'as jamais vu la course? Non. C'était hyper rapide. Ah ouais. Et là, je crois que j'ai vexé Duby à vie, parce que déjà qu'on était toujours un petit peu en bataille. Lui, il avait les Gaine-Berger, qui était quand même une auto qui était fabuleuse, hein, sa RS 500 et Gaine-Berger, voiture d'usine et tout, donc c'était pas facile toujours de le battre. Et là, à Boyeux, j'avais battu son temps qu'il avait fait avec la T16. Mais j'avais vraiment... Je m'étais fait peur quand même. Ah ouais. Dans cette course, avant une épingle, il y a un endroit qui passe à fond, que j'ai passé une seule fois à fond. C'était ce jour-là, et j'aurais pas pu le repasser 2 fois à fond. Parce que c'était vraiment trop tangent. C'est un peu un Saint-Ursanne-les-Rangiers en plus étroit. Voilà. C'est un peu... Tout le long de la rivière, c'est comme Saint-Ursanne. C'est magnifique, hein, en conduite, c'est vraiment une très très belle course. Mais quand même, ces courses sont quand même dangereuses pour se balancer dans les rails. Là. Maintenant, avec le temps qui passe, on dit, ouais, on est un peu barjot. Alors maintenant, je te propose un deuxième extrait. Et pareil, il faut que tu devines où c'est. Saint-Antonin. Bien, Hein? C'est ça, exactement. Ah ouais. Dis donc, ça va, je suis pas trop... Là, sous la pluie, avec une route étroite comme ça, avec la RS 500. Et pas des bons pneus, là. Là, je n'avais pas les D8, là. Hein, parce que c'était pas suffisamment mouillé pour mettre les grands pneus. Ils se délaminaient autrement. Donc là, je montais avec des mixtes qui n'étaient pas terribles. T'es arrivé à... Je suis pas sorti de la route, c'est déjà ça. Ouais. Ça a été chaud, je me rappelle, ça a été vraiment, vraiment chaud dans le haut, là.
Je me rappelle, je pensais que j'allais taper, et puis non, ça a pas. C'est resté sur la route, mais c'était chaud. Hein. Dernier passage? Hmm. Saint-Gueno. Pas Saint-Gueno, Bagnols-Sabran. Ouais, Bagnols Ouais. Savran. C'était fort là aussi. Ouais. Ah ben oui, oui, je vois, oui. Je vois. Oui, d'ailleurs, oui, oui, Ça a oui. failli être le rocher, ça a failli être l'arbre. Oui, 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 c'était, oui, oui, c'était. J'ai pas ressenti ça dans la voiture, mais. C'est vrai? Ah Ouais, ouais. ouais. Non, Parce non. que j'allais mais te demander justement si tu t'en souvenais de ce Je me souviens de ce passage-là. passage. Je me souviens de ce passage, mais je me rappelle pas que c'était aussi chaud que ça, quoi. D'accord. Ouais, ouais. Parce que là, on voit que je sors dans la terre déjà à la corde, hein, que je balance un peu de la terre. Bon, peut-être que j'ai fait exprès, remarque, de balancer de la terre, pour ceux qui suivaient. Et puis, je sais pas, tu étais à l'arrivée aussi. Je suis sorti quand même très large, Oui. très large dans le pré, quand même, Tout à là. fait, ouais. Ouais, Tout à fait. ouais, ouais. Ah ouais. C'était toute la montée qui était limite, quoi. En gros. C'était toute la. Ouais, ouais. J'ai tout sorti, là. Ben oui, parce que jusque-là, si tu veux, jusqu'à la dernière montée, Duby qui est quand même un bon pilote aussi, et qui avait des très très bons pneus. Il avait acheté des nouveaux Michelin qui étaient fabuleux, et il avait été tout le temps devant moi. Et il fallait que je sorte une grosse montée, hein, si je voulais être devant et puis gagner. Et je me rappelle que j'avais gagné de peu, mais j'avais gagné. Hein. Est-ce qu'il y a un moment dont tu te souviens où tu as dû vraiment assumer une grosse pression? Ben, c'est dans ces moments-là que je suis le plus fort presque. Quand j'ai des grosses pressions. Où je me lâche. Je me rappelle quand j'ai fait péter le temps avec la toge au Mont d'Or, le temps avec la toge, qui a duré le record qui a jamais été battu avec la toge. Hein. Il a fallu qu'ils arrivent dans les années 2000 pour le battre, alors que avec les nouvelles voitures à effet de sol, alors que moi mon temps il était de 1980. J'avais la pression parce qu'il y avait Xiberos qui était là, hein, et qui était là depuis 8 jours. Et est-ce qu'il y avait un pilote qui t'a particulièrement impressionné durant ta carrière? Ah ben, il y a des périodes, il y a des pilotes sur lesquels qui sont mes exemples. Gérard Larousse. Gérard Larousse, c'est un exemple pour moi. C'est un type, il faisait du rallye, il gagnait. Hein, il est venu faire des courses de côte, il était devant. Il battait mieux avec un proto aussi. Il faisait du circuit, il a gagné Le Mans. Hein. C'est un exemple. Et puis, il y avait Vic Elford aussi, qui était un petit peu dans le même style, aussi bien rallye. J'aimais, si tu veux, j'ai des exemples qui sont que des pilotes, en fait, des pilotes éclectiques, qui sont capables de tout faire. Parce que c'était ça avant les anciens pilotes, ils n'étaient pas cantonnés dans une catégorie circuit, course de côte ou tout. Après, ça c'est vraiment sectarisé, quoi. Hein, t'étais bon qu'en course de côte, t'étais bon qu'en circuit, t'étais bon qu'en rallye, quoi. Mais tous ces pilotes, Bernard Darniche aussi était bon aussi un peu de partout, quoi. Hein, donc c'est même Jean-Claude Andruet aussi. Il faut jamais les citer ensemble parce que c'est un peu la bagarre tous les deux. Mais c'est des pilotes de même valeur, quoi. Okay. Ta course préférée, c'était quoi? Alors, en championnat d'Europe, qui sont des courses très longues, qui font minimum 15 km, de 15 à 20 km. Pour moi, la plus belle de toutes, c'était le Mont-Cenis, en Espagne. Mais toutes les courses italiennes sont très belles, surtout Rieti Terminillo, où c'est une course de côte aussi qui se fait à 160 de moyenne, et qui est quand même, mais qui grimpe, qui est très très belle. Donc, mais toutes les courses de championnat d'Europe, en général, sont très belles. En France, bah, c'est le Mont d'Or. Le Mont d'Or, il est hors catégorie. Pourquoi tu... Parce que le Mont d'Or, c'est un ensemble de virages lents et de virages rapides. Tu as t'as tout dedans. T'as du lent, là, avec les 3 épingles qu'il faut gérer, où tu me faisais entendre le son. Puis t'as
t'as du mi-rapide et puis t'as du très rapide en haut quand tu dois prendre le droit de l'arrivée à 200. Et t'as intérêt à être bien dans ton baquet, quoi, parce que tu viens de faire tous des trucs serrés et puis d'un seul coup t'as un truc qui passe à 200 à fond, où il y a la moitié des pilotes, pas la moitié, mais t'as quelques pilotes qui vont se promener dans les champs à cet endroit-là, quoi. Donc il faut gérer ce changement de rythme est intéressant, quoi. Alors Michel, avant de te poser la dernière question pour clôturer cette interview, j'ai rassemblé dans un petit clip les images qui, moi, m'ont fait rêver de tes passages et je voulais les partager avec toi. Mmh. C'est une tête. Ah, c'est chaud, quand Oh, le freinage. Freinage de Cartman, ça. Ah, c'est génial. Ah, je comprends que les spectateurs, je vois pas, j'ai jamais vu ces films-là. T'as jamais vu? Ah non, non. Ah bon? Ah non, mais je comprends que les spectateurs ils prennent leurs pieds là quand Ah même. bah oui, là quand même. Ah ouais. Alors moi j'avais des souvenirs, tu Ouais. vois, mais quand je me suis replongé dans ces images-là, je me suis dit mais Ah ouais, c'était ouais, vraiment ouais. incroyable, Ah quoi. ouais. Ah ouais. Mais même moi, ça me secoue là. C'est vrai? Ah ouais. Oui. Ah ouais, vraiment. Bon, en tout cas, merci beaucoup Michel, hein, de Bah m'avoir oui, fait bah, c'était vivre un plaisir. des C'est un moments- plaisir de des moments revoir comme tout ça. Et c'est nostalgique, bien entendu. Mais je savais même pas. Moi, je suis au volant. Donc, je sais même pas que c'est si beau, quoi. Tu vois, c'est superbe. Pour les spectateurs, je trouve que c'est quand même des grands moments. C'est des grands moments pour moi, bien sûr, mais pour les spectateurs, c'est génial. Hein. Merci. Bah, merci à toi surtout. J'ai plus qu'une seule question. Ouais. Si tu devais parler au petit Michel qui a 15 ans, tu lui dirais quoi? Essaye de réussir ta vie. Essaye de faire ce que tu as envie de faire. Essaye de vivre de ce que tu aimes le mieux. Et en fait, bah, c'est ce que j'ai réussi à faire, si tu veux. J'ai vécu de ma passion. Que demander de plus, si tu veux, que de vivre de sa passion. Hein, donc, c'est difficile de conseiller autre chose. Hein. Merci beaucoup Michel Pignard pour cette interview. Merci à toi, c'est C'est un super. vrai plaisir de faire ça avec toi. Merci.
carrière. J'ai prié, ceux qui se sont sacrifiés.